Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. S'ils diffèrent par leur discipline, les champions partagent un mindset hors du commun qui leur permet d'atteindre la performance ultime. Quel est leur secret ? Bart a interviewé 130 sportifs de haut niveau, des triathlètes aux gymnastes, en passant par des skieurs de l'extrême ou des coureurs des océans. Il a ainsi pu identifier les patterns récurrents et les outils qui permettent à ces extraterriens d'exceller. Les apprentissages qu'ils ont à nous offrir sont transposables et t'aideront à devenir le champion de ta vie. Un épisode passionnant, riche en petits hacks très puissants, mais aussi en réflexions plus profondes sur la connaissance de soi et les drivers qui nous poussent vers l'avant. Belle écoute! Salut Bart! Salut David, comment vas-tu ? En pleine forme, on a déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu avant de démarrer. Je crois que toi aussi, tu m'as l'air plein d'énergie pour ce nouvel épisode. Bah ouais, en plus là le matin, tu vois, c'est la meilleure heure pour moi, c'est le moment où je suis vraiment le plus le plein d'hormones, plein de bonne humeur, il y a un petit peu de soleil, et j'ai passé une super journée hier, j'ai un super beau programme aujourd'hui et là je suis en train d'enregistrer un podcast qui est ma passion, donc comme toi, donc forcément je peux que être heureux et rempli de bonnes vibes, comme on dit. Et alors, elle ressemble à quoi ta morning routine pour être d'aussi bonne humeur le matin ? Ah bah écoute, c'est marrant que tu me demandes ça parce que je l'ai reconstruite là récemment. Je peux te la dire rapidement. Ce matin, je me suis levé à 6h. Ça peut paraître très tôt. Je suis allé courir 8 km, pas beaucoup, mais vraiment tranquille. Je suis rentré, douche froide. Je médite pendant 10 minutes où c'est une méditation avec essentiellement des pensées positives, tu vois, des paroles positives. J'ai trouvé un super truc qui t'en répète en fait comme ça, qui te répète des paroles positives à la suite. Donc je fais ça. Comment ? Bah là c'est une sur Insight Timer, c'est une application de méditation qui est, alors je savais pas, mais c'est le leader mondial des applications de méditation. Et en gros c'est un peu le même fonctionnement que YouTube ou Spotify, c'est-à-dire que n'importe qui peut poster ses propres méditations dessus, et du coup tu as des grands gourous de la méditation américains, australiens, anglais, français aussi, qui viennent poster dessus, et du coup t'as une très très large gamme de choix, et la version gratuite te donne déjà accès quasiment à toutes les fonctionnalités dont tu as besoin, et après ce qui est payant, c'est soit en fait tu peux laisser des tips tout simplement aux gens que tu veux soutenir, mais tu peux aussi acheter leurs programmes, parce que les gens vont faire des programmes, donc ils vont te laisser déjà une dizaine de méditations gratuites, et puis si tu as envie d'en faire plus avec ton coach entre guillemets, tu peux en faire plus. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment, et je pourrais t'envoyer si tu veux le lien de ma petite playlist avec les paroles positives. Ouais, carrément, je pourrais même la partager dans l'article lié à l'épisode. Ouais, si tu veux, ouais, carrément, avec plaisir. Je t'enverrai ça. Donc ouais, je fais ça, et puis ce matin j'ai écrit un peu, j'ai un petit carnet de gratitude aussi où je me note vraiment 3 choses tous les jours sur lesquelles je suis reconnaissant. Donc c'est une longue morning routine comme tu peux le voir, mais en ce moment j'en ai besoin. Moi c'est un truc, dès que je sens que dès que j'ai besoin de faire le plein d'énergie, dès que je sens que je me sens bien, ou dès que je sens que je pourrais être un peu ou à l'inverse, dès que je sens que je pourrais être un petit peu sous stress, bah, c'est vraiment un truc qui me permet de me recentrer, de me réaligner, et ça fait hyper rigide, tu vois, comme ça tu te dis waouh, le mec est malade, et tous les matins il fait 2 heures sur sa morning routine quasiment, j'avoue. Mais c'est un truc qui me permet vraiment d'être à fond toute la journée, et derrière c'est du temps pour moi, quoi. C'est du temps que j'investis en moi, et franchement, je le regrette pas une seule seconde. Voilà.
Non mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me dis pas du tout que t'es rigide, au contraire, parce que je suis exactement pareil. Je me lève Ok. aussi à 6 heures, j'ai plus ou moins le même type de morning routine le matin. Et le fait d'avoir un pattern récurrent tous les matins permet déjà de conditionner mon cerveau, mon énergie, etc. sur le fait d'être bien, tu vois. Et le fait de le reproduire tous les jours, en fait, ça me donne juste un équilibre et une énergie pour tout le reste de ma journée qui est juste incommensurable et hyper appréciable. Et en plus, ça me permet de commencer par faire des choses qui sont importantes pour moi et qui évitent d'avoir cette espèce de pression. Tu vois, par exemple, mon sport, je le fais le matin avant d'aller travailler. Et du coup, je me dis pas pendant ma journée, putain, il faut que je rentre pas trop tard parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire mon sport. Et si je le fais trop tard, je vais pas réussir à bien dormir, etc. Tu vois, ça, Ouais. c'est fait. Je suis en paix avec moi-même, avec cette énergie que j'ai en moi aussi, que j'ai besoin d'évacuer. Et je suis Mm. prêt à affronter ma journée avec les meilleurs auspices. Mais ouais, non, écoute, je suis tout à fait d'accord. Bon, je suis curieux de savoir toi, du coup, ta routine, mais tu sais, juste pour rebondir justement au fait de le faire en premier. Bon, j'imagine que tes auditeurs, tu vois, sont un petit peu gourmands et friands de, tu vois, de développement personnel. Et un des grands bouquins, c'est Père riche, Père pauvre. Et un des grands préceptes de Père riche, Père pauvre, c'est payez-vous en premier. Et moi, je l'ai compris aussi d'un point de vue personnel, c'est fais en prio ce dont tu as besoin pour être bien pour ta journée. Et du coup, ouais, ça passe par faire du sport, méditer un peu, et vraiment le faire au début. Et effectivement, ne pas du tout avoir le stress de quand est-ce que je vais le faire, et de faire tous tes devoirs pour les autres ou pour la société avant, quoi. Donc, je te rejoins à 1000%. Et du coup, toi, c'est quoi ta routine, par curiosité? Et du coup, je me lève aussi vers 5h50, 6h. Je commence par faire un petit 10-15 minutes de mobilité. Tu vois, différents exercices de mobilité. C'est Nomad Slim qui m'a filé une petite routine que j'ai reçue sur mon podcast. Et ça me fait beaucoup de bien parce que tu vois, ça réveille un petit peu toutes les articulations, tous tes muscles. Et il y a une partie un peu méditative aussi parce que tu es en conscience corporelle. Tu sens vraiment comment tu bouges et ça te permet d'être en vraie connexion avec ton corps. Ensuite, d'ailleurs, j'ai oublié, juste avant ma mobilité, maintenant je fais un peu de neuroposturologie aussi, parce que je me fais coacher par Sébastien Zimmer en neuroposturo pour rééquilibrer certains patrons moteurs, etc. Ça dure juste 5 minutes, je le fais 4-5 fois par jour, et donc je commence par ça. Ensuite, je fais ma mobilité, je me pose ensuite 5 minutes où je respire un petit peu, et pareil, je ferme les yeux, je me donne... je me répète des pensées positives ou alors j'essaie d'imaginer toutes mes cellules qui sont en train de respirer, qui sont en train de créer de l'énergie pour ma journée. Parfois, je visualise aussi si j'ai des choses importantes que je vais faire dans la journée. Je me visualise en train de les faire et de les réussir. Je me répète mon système de valeurs personnelles qui est la bienveillance, les routes ascendantes. Donc, tu vois, toujours essayer de trouver des chemins qui m'élèvent et qui me font évoluer plutôt que de choisir la facilité et les routes, en fait, sans intérêt quelque part. Et puis le courage, parce qu'il faut du courage pour être bienveillant malgré l'adversité, la difficulté, la colère, etc., les émotions humaines. Et puis du courage pour suivre les routes ascendantes, parce que c'est plus difficile de prendre une douche froide qu'une douche chaude, même si potentiellement la douche froide t'apportera plus. Et ensuite, je vais promener mon chien, petite vingtaine de minutes, en écoutant un podcast, potentiellement extraterrien ou d'autres. Ok. Et puis je rentre et je fais mon sport, donc une bonne heure et demie de sport. J'alterne entre des sports de force, des sports d'endurance. Ok. J'aime bien le fait d'adresser un peu toutes les qualités physiques de mon corps. Et puis je m'occupe un petit peu de ma petite fille qui a 10 mois. Je lui donne éventuellement son biberon selon l'heure à laquelle elle se réveille, ou joue un petit peu avec elle. Je prends ma douche froide, évidemment. Alors je la prends sur ma terrasse, donc tu vois, en été ça va, c'est pas trop challengeant. Là on commence à arriver dans le dur, donc là ça commence à demander un petit effort intellectuel quand même de se mettre dessous, mais ça te donne une énergie folle pour la journée. Puis tu as déjà cette petite victoire face à ton mental d'avoir réussi à le dompter, entre guillemets. Et puis en plus, ça te pousse aussi à te centrer sur ta respiration, parce que c'est grâce à la respiration que justement tu arrives à te détendre malgré le stress. Et puis je prends mon scooter et je pars au bureau. Ok, Voilà, bon, voilà. un bon programme, un bon programme. Mais ouais, la douche froide, quel outil formidable. Franchement, c'est dur au début, mais je vois qu'on a des routines assez similaires, Ouais, exactement. et je suis ravi d'y trouver la douche froide. C'est vraiment
un outil sympa. Et puis je vois que comme on est papa tous les deux, on a c'est rassurant de voir un autre papa qui y arrive aussi et, et de se dire bon c'est bon, je suis pas un gros taré en fait. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, non, le froid pour moi, ça a été un vrai game changer et donc j'adore ça. D'ailleurs, j'ai fini par réussir à convertir ma femme de faire une douche froide par mois, ce qui est déjà un bel exploit. Ok. Et je vais participer au mois de janvier ou février, il faudrait que je vérifie les dates, à un stage de yoga Tumo avec à l'Institut Maurice Daubard. Je sais pas si tu connais. C'est le yoga du froid justement, tu vois. C'est un petit peu l'idée, c'est un peu d'aller méditer dans la neige, tout nu. Et puis, je pense que ça va être génial. C'est Pierre Dufresne qui m'a conseillé cette expérience, qui l'a Ok. profondément transformé. Et étant donné que je suis assez adepte du froid, je pense que ça va vraiment être un moment extraordinaire. Bon bah cool. Écoute, tu m'en diras des nouvelles. Je suis très curieux. Je suis très Ouais. curieux. Moi aussi, j'ai déjà fait un stage de froid, du coup qui était assez cool, dans des bains gelés et tout. Mais yoga du froid, ça me rend curieux. Donc tu me raconteras. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on a pas mal, on a déjà pas mal entamé le podcast, mais donc toi initialement tu animes le podcast Extraterrien, sur lequel tu reçois des sportifs de très haut niveau dans des disciplines hyper variées, telles que la course au large, des triathlètes, des coureurs d'endurance, des boxeurs, et j'en passe. Donc on pourrait dire quelque part que tu es l'expert des champions. Et donc, tu as évidemment appris énormément de choses passionnantes à leur contact, que j'espère tu pourras nous transmettre dans les minutes qui viennent. Mais avant ça, j'aimerais bien comprendre ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te lancer dans cette quête, dans cette découverte, dans cet apprentissage? Waouh, c'est une bonne question. Écoute, je pense que c'est un peu inscrit en moi, tu vois. J'ai toujours aimé, tu vois, à l'école, aider les autres et comprendre quels étaient leurs leviers de motivation, savoir comment les aider, comment les inspirer, comment les pousser vers le haut. J'ai toujours eu ça en moi. Je pense que c'est un plaisir un peu égoïste, mais très vrai, qui est tout simplement que j'aime bien qu'on me dise merci, tu vois. Ça peut paraître assez étrange, mais j'adore aider les autres parce que quand on me dit merci, ça me, ça me provoque une émotion vraiment de confiance en moi et de force et de bien-être qui est très grande. Et du coup, c'est depuis très longtemps que du coup que je m'intéresse un petit peu, que je m'intéresse aux autres. J'ai eu un grand révélateur qui a été la lecture, je pense, quand je devais avoir 21 ou 22 ans, de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, où en fait j'ai compris à quel point en fait le cerveau était malléable et à quel point en fait la PNL, les émotions pouvaient influencer sur nos capacités physiques, mais aussi enfin de travail, enfin influence surtout. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé, vraiment on va dire pleinement, effectivement euh, au développement personnel, au développement de l'humain, au développement du potentiel. Et, euh, et donc je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu en plusieurs phases. En plusieurs phases, je pense que j'ai eu une phase où j'ai été hyper boulimique, où j'ai appris énormément, où j'ai lu beaucoup de bouquins, tu vois, les grands classiques de développement personnel, notamment avec les Tony Robbins, le podcast de Tim Ferriss. Enfin, je consommais beaucoup de contenu assez classique finalement, tu vois. Euh, après, je suis rentré dans une phase où je me suis dit mais waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Et j'avais un espèce de sentiment de décalage par rapport aux autres, et notamment aux gens qui pratiquent pas du tout ça, tu vois, et qui ne s'y intéressent pas du tout. Et du coup, je suis rentré un peu dans une phase où j'essayais de le transmettre. Donc ça s'est soldé par la création d'une chaîne YouTube, d'un blog aussi, alors que j'ai un peu mis de côté, donc je vais pas spécialement en faire la promotion. Et si tu veux, un jour, je suis parti courir tout simplement, et je venais enfin, quasiment liquider judiciairement une boîte, donc j'allais pas très bien. J'étais un peu, j'avais un peu le moral au fond des chaussettes. Enfin, plus exactement, je venais de me faire renvoyer par mes associés, et on était à 2 doigts de la liquidation judiciaire. Et, euh, et je me mets un podcast d'entrepreneurs dans les oreilles et je me dis, les entrepreneurs, tu vois, ils ont un petit côté où peut-être, enfin certains se posent peut-être un peu moins la question de vraiment de la préparation mentale,
et pour certains c'est un peu plus instinctif, tu vois, et parfois on peut même avoir tendance, tu vois, enfin de plus en plus d'entrepreneurs renient, tu vois, tout le développement personnel et toute la préparation mentale qu'ils font. Et je me suis dit mais c'est marrant parce que les athlètes de haut niveau, eux, ils l'acceptent de plus en plus. Et ils l'utilisent de plus en plus, et c'est à ce moment-là que je me suis dit bah tiens, je pourrais aller les interviewer, et ça mettrait une corde à mon arc que j'ai pas du tout encore, qui est d'aller interviewer des gens qui tous les jours se font très mal physiquement, ont des délais de temps qui sont des délais de temps extrêmement longs, parce que quand on commence une carrière à 15-18 ans, au moment où ça devient sérieux, bah c'est pour espérer une médaille à 25-30 ans. Euh, et comme j'ai toujours été passionné de sportif, je me suis dit que tiens, ça pourrait être, enfin, toujours été passionné de sport et des athlètes et des sportifs en général. Je me suis dit que justement, ça pourrait être une bonne idée, justement, d'aller les interviewer et d'essayer de créer une expertise à travers ça. Et donc là je suis en train d'aller un petit peu plus loin, puisque je suis en train de passer une formation justement pour faire de la préparation mentale. Je l'utilise de plus en plus avec dans mon coaching avec des entrepreneurs. J'ai envie de coacher de plus en plus de gens, de créer aussi peut-être des petits modules de formation, parce que je pense qu'on peut adapter énormément de choses qui sont faites dans le sport, euh, vraiment au quotidien, tu vois, aux champions on va dire au commun des mortels que nous sommes, tu vois. Donc voilà, c'est parti depuis très longtemps. Je pense que c'est une évolution permanente, et puis j'espère que enfin je pense que ça va durer, ça durera toute ma vie, tu vois, ce souhait de devenir un peu meilleur chaque jour et d'apprendre à me connaître, tu vois, tout simplement. Hyper intéressant. Bon, bah, on va de toute façon avoir l'occasion d'approfondir un petit peu tous ces sujets, et notamment les enseignements qu'on peut tirer de la vie des champions pour les entrepreneurs ou le commun des mortels. D'ailleurs, qu'est-ce qui différencie selon toi un champion de quelqu'un d'autre, de n'importe qui d'autre en réalité? Waouh. Écoute, je vais te dire, il y a deux choses. Une qui va être vraiment où je vais presser ma paroisse, et tu vas me dire c'est pas très original, et une où je vais vraiment, je pense, te surprendre. Je commence par quel argument? Commence par l'argument classique. Garde la surprise pour L'argument la fin. classique. Bah, l'argument classique, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'un champion. C'est que tu le sens vraiment quand tu parles à un champion olympique versus quand tu parles à quelqu'un qui est dans le top 50, le top 100 mondial, par exemple. Tu sens que le champion, il est câblé pour ça, c'est-à-dire qu'il ne pense que victoire. Tout est centré pour gagner, tout est centré pour performer, et que en fait il a une capacité, le champion, à se mobiliser pour son objectif que peu de gens ont, tu vois. Et je pense que ils sont très driven, tu vois. Et nous, tu vois, chez les entrepreneurs, on le parle aussi, on en parle aussi, tu vois. Et c'est encore plus fréquent parce que nous les entrepreneurs, on peut partir dans tous les sens, parce que le matin, quand on se lève, c'est à nous d'écrire la feuille blanche. Il n'y a pas de programme tout guidé. C'est à nous de faire des choix, et c'est à nous de garder ce focus-là. Et eux, en fait, ils ont du coup, les champions, et je pense que les grands entrepreneurs ont un peu pareil, c'est qu'ils ont un objectif. L'objectif, il est clair, c'est la médaille d'or, et ils savent absolument tout ce qu'ils doivent mettre en place pour le faire. Et ça a l'air, quand on leur parle, ça coule de source. Ça coule de source. Et il y a aussi un aspect égo, c'est-à-dire ils sont sûrs d'eux, tu vois, ils sont sûrs du fait que s'ils respectent le plan, s'ils font toutes les choses dans le bon ordre, eh ben ils vont y arriver, tu vois. Et à l'inverse, eh ben il y a des mentalités qui sont un petit peu différentes. Je vais citer son nom parce que ça nous a touchés, mais tu vois, je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu connais par exemple Samir Aït Saïd, le gymnaste, tu sais, qui s'est cassé la jambe en deux à Rio, donc il y a eu des images absolument traumatisantes. Hmm. Euh, et là, c'était son grand retour, et il avait donc c'était son grand retour à Tokyo. Et tu vois, moi j'étais devant la finale, je regardais, il y avait un gros espoir de médaille sur lui, c'était le porte-drapeau, je l'ai interviewé, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et tu vois, il termine quatrième à 0,01 sur la note, et il sort, et la première chose qu'il dit au micro, c'est il y a toujours quelque chose qui va pas. Et tu vois cette pensée parasite qu'il a à ce moment-là, et je peux comprendre qu'il a, tu vois, je peux comprendre la déception. C'est 4 ans de travail, il revient d'une blessure énorme, mais en fait cette pensée parasite-là montre que bah, c'est ça la différence entre un vrai champion et quelqu'un d'autre, tu vois. Et
Enfin, et je pense que tu vois, et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tout le monde pense comme Samir, tu vois. Moi, le premier, tu vois, tu t'échoues une deuxième fois aux portes de ton rêve. Bah forcément, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'est forcément, il y a un truc qui cloche. Et bizarrement, bah peut-être que le numéro un, et ben il pense pas comme ça. Et il a pas cette pensée parasite là. Donc je pense qu'ils ont un espèce, vraiment les grands champions, ou un mécanisme permanent où en fait ils arrivent à chasser toutes les pensées parasites, ils se remettent en question de manière ultra positive et ils ont un plan qui est écrit, qui est tracé, et ils savent que s'ils respectent le plan, il n'y a aucune raison d'avoir des pensées parasites et que ils vont toucher leur objectif, quoi. Euh, donc c'est pour moi c'est vraiment le mental, ça c'est vraiment un des gros arguments. Mais le deuxième du coup, et on va passer à la surprise euh, parce que c'est vraiment quand même très important de le dire, et il faut arrêter de toujours faire comment dire les belles le beau portrait ou les louanges, tu vois, de la préparation mentale et de la psychologie. Mais la réalité, c'est que le premier facteur pour devenir un champion, c'est la chance. C'est énormément de chance. Parce que déjà, dans le sport, il y a beaucoup, enfin, un facteur que les gens voient pas nécessairement, mais c'est ta morphologie, ta morpho-anatomie. C'est bête, mais Teddy Riner ne pourra jamais être champion sur 100 mètres. Donc si, quand il est jeune, son père, il est passionné de 100 mètres et qu'il le met à l'athlétisme et qu'il lui fait jamais faire du judo, bah ça c'est de la chance, c'est tout bêtement de la chance, et que Teddy Riner se met jamais à faire du judo, et bien tout simplement, il sera jamais champion olympique, il aura jamais toutes les médailles qu'il a, et ça c'est vraiment le pur hasard. C'est où est-ce que tu nais, avec qui, et les rencontres de ta vie. Et quand t'es un gamin, tu te laisses porter. T'as pas forcément cette vision de te dire, tiens, j'ai une morpho-anatomie avec des os qui sont très lourds, très larges. Du coup, tiens, je vais plutôt me diriger vers un sport de force et vers un sport de combat, tu vois, comme Teddy Riner. Ou à l'inverse, ah bah tiens, j'ai des bonnes capacités cardio-respiratoires, j'ai des os très légers, j'adore courir. Tiens, et pourquoi est-ce que je ferais pas de l'athlétisme plutôt et du demi-fond? euh, et ça, les gens le voient pas du tout. Et je pense que c'est très important de le rappeler. C'est que je pense on aurait pu tous être des champions, ou en tout cas atteindre le haut niveau. Peut-être pas le très très haut niveau, justement, quand on parle des grands champions. Mais je pense que si on trouve sa discipline, tu vois, et si on trouve, que ça soit du sport ou de l'art, de la musique ou du business, si on trouve vraiment sa voie, et je pense que c'est beaucoup de chance, beaucoup d'exploration, et ben on peut faire de très 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 grandes choses. Et il faut pas oublier, voilà, que les gens qui arrivent beaucoup, c'est aussi, enfin, les gens qui ont plus de succès, c'est aussi, il y a aussi énormément de chance, et qu'ils étaient là au bon endroit, au bon moment, dans la bonne discipline, et que voilà, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Si nous on n'y est pas encore, il faut juste continuer à explorer. Et il y a un livre qui est très bien à ce sujet-là, qui m'avait été conseillé par Rudy Koya, qui est Le gène du sport, que je suis en train de lire d'ailleurs pour le moment, Ouais, et exactement. qui évoque un petit peu tout ça. Mais après, en réalité, tu vois, ce côté prédestination et puis cet environnement de vie qui te conditionne d'une certaine façon à devenir telle ou telle autre personne, on en est tous tributaires, tu vois. Mmh. Notre vie, notre personnalité, ce qu'on est aujourd'hui, elle est la constituante de toutes les expériences passées qu'on a vécues, de toutes les influences extérieures qu'on a eues. Et voilà, et c'est cette somme qui crée ce qu'on est aujourd'hui et puis notre plus ou moins réussite. Ouais. Dans le sport ou dans la vie de façon générale. Ouais, bien sûr, on le sait, c'est triste. Il y a beaucoup de déterminisme. L'enfance, y est pour beaucoup, l'éducation, les parents, le cercle social dans lequel on vit. Mais malheureusement, bah, c'est effectivement c'est le principal facteur de réussite ou d'échec chez quelqu'un. C'est tout ça, c'est son environnement. Donc il faut pas oublier de le mentionner. Voilà, qu'est-ce qui fait des grands champions? C'est aussi un peu de chance, un peu de déterminisme, et et du coup euh, faut pas forcément tu vois se donner des excuses, et il faut aussi se rendre compte on est tous fait pareil, et qu'on peut tous aussi devenir notre propre champion, et il suffit de voilà, de trouver sa voie et trouver sa discipline, trouver son la discipline dans laquelle on excelle. Et quand je dis discipline, c'est vraiment au sens très très large du terme, et pas uniquement du sport, quoi. Et alors justement, avant qu'on démarre ce podcast, tu me disais que tu étais papa d'un petit garçon d'1 an et demi, et je te partageais le fait que moi j'étais moi-même papa d'une petite fille qui est un petit peu plus jeune, elle a 10 mois. Comment est-ce que tu envisages quels outils est-ce que tu voudrais lui offrir
pour lui permettre d'être justement le champion de sa vie. Pas forcément le champion d'une discipline, mais être heureux et être le champion de sa vie. Excellente question. Excellente question. J'imagine que toi aussi, tu t'es beaucoup intéressé à la pédagogie, à l'éducation, parce que forcément, quand tu sais à quel point c'est important et quand tu fais un peu de développement personnel pour toi, tu as envie d'en faire un petit peu pour ton enfant, pour ta progéniture, c'est normal. Écoute, moi, déjà, la première chose que peut-être dont moi, j'ai pas forcément hérité, c'est la confiance. C'est la confiance et c'est la non-peur. Donc, je fais partie de ces parents qui tu vois, disent à leurs enfants, vas-y, n'aie pas peur. Je répète énormément cette phrase, aie confiance en toi, n'aie pas peur, essaye. Euh, Dès que je sens qu'il a envie de faire quelque chose, et je le laisse aussi beaucoup apprendre par lui-même. Quand je vois, tu vois, je vais pas laisser mon fils faire des comportements, enfin, je vais pas le laisser se mettre trop en danger, tu vois, mais si je le vois grimper sur une chaise, tu vois, là, il a 1 an et demi, c'est l'âge où il marche partout, ça grimpe partout, ça met tout dans sa bouche. Enfin, peut-être que toi, elle marche pas encore, mais ça sera pour bientôt. Euh, et tu vois, et ça devient une tornade à ce moment-là. Et en fait, j'essaie de surtout pas lui montrer ma peur. Et au contraire, bah, voilà, s'il grimpe sur le canapé et qu'il tombe et qu'il se fait mal, et ben c'est pas grave, il apprend, et moi je vais pas me jeter sur lui en lui disant oh là là tu vas te faire mal mon chéri. Déjà il est même pas tombé et encore plus s'il tombe, bah ça c'est la deuxième chose que vraiment que je retiens avec Solal, mon fils, c'est s'il tombe, qu'il a mal, je vais pas dramatiser quoi. Je vais dire bah c'est pas grave, ça fait partie de la vie. T'apprends à courir, t'apprends à marcher. Ça fait partie du processus en fait, échouer pour réussir. C'est ça peut-être on a tendance à l'oublier, mais pour réussir, c'est obligatoire d'échouer, et souvent d'échouer beaucoup plus qu'on ne réussit. En tout cas au début. Donc moi je lui apprends beaucoup ça aussi, quand je sens il va un peu se frustrer ou s'énerver sur quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, bah, je le répète. Donc je parle beaucoup à mon fils, tu vois, vraiment j'essaye de communiquer le plus possible. Je lui ai appris un peu aussi le langage des signes pour qu'on puisse se comprendre. Bon, j'ai pas appris 10 000 signes non plus, hein. J'en ai appris une dizaine déjà, c'était déjà beaucoup. Mais tu vois, c'est vraiment les deux choses. C'est vraiment lui donner confiance en lui, lui répéter, aussi lui montrer par les actes, et aussi lui répéter que il a aucune crainte à avoir, et que ça fait partie du process d'échouer, quoi. Voilà, voilà. Bon, alors on a malheureusement été coupé suite à un problème d'internet, donc on reprend cet enregistrement 3 semaines plus tard, ce qui nous a permis de faire une petite pause pour intégrer tous les beaux enseignements que Bart m'a livrés. Et donc on va repartir sur la vie de ces champions qu'il a eu l'occasion de recevoir derrière son micro. Et d'ailleurs, son podcast s'appelle Extraterrien. Donc, on se demande si ces personnes-là sont réellement des terriens, s'ils vivent comme nous. D'où ma question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est la vie d'un champion? Quelles sont leurs routines? Comment est-ce qu'ils adressent leur récupération? Comment est-ce qu'ils travaillent dans leur journée? Est-ce qu'en réalité, ils font 2 entraînements, puis le reste du temps, ils glandent dans un hamac à lire des livres tranquillement? Ou bien, je me doute que c'est différent selon les disciplines, etc. Mais à mon avis, il y a quand même des patterns. Est-ce que tu pourrais nous projeter un peu dans la vie d'un champion et nous dire un peu à quoi ça ressemble pour qu'on puisse se la figurer? Ouais, écoute, question vraiment pas facile, parce que comme tu l'as dit, il y a ça dépend beaucoup de la discipline, un peu de l'écosystème. Peut-être, si tu veux, alors c'est mon point de vue et peut-être que je me trompe, et je m'en excuse si jamais je fais une boulette, mais ce que j'ai un peu l'impression, c'est que plus dans un sport il y a de l'argent, plus moins le sportif, si tu veux, est autonome, et plus sportif est guidé. Donc tu vois, si on prend le sport dans lequel il y a le plus d'argent, le foot, et ben finalement en fait l'athlète de haut niveau va vraiment avoir tout, vraiment tout qui lui est guidé. Donc on va lui imposer son entraîneur, on va lui imposer son coach sportif, on lui va imposer son préparateur mental, on va faire son calendrier à la lettre, et il va avoir très très peu à s'informer finalement sur parce qu'il aura toutes les meilleures expertises autour de soi naturellement, il aura très peu besoin de s'informer. Et à l'inverse, quand tu vas sur des sports déjà plus individuels,
et aussi vers des sports beaucoup plus confidentiels, tu vois. Ben là, l'athlète va être beaucoup plus autonome et va devoir lui-même se renseigner, lui-même apprendre, lui-même aller chercher les bonnes personnes, trouver aussi le budget pour aller, tu vois, pouvoir se payer un préparateur mental ou un excellent kiné. Ça demande un budget. Donc, si tu veux, c'est un petit peu moi, je me suis rendu compte en tout cas que plus l'athlète était autonome, plus c'était intéressant parce que justement, il avait tout ce bagage de savoir autour de lui qu'il va chercher un peu par lui-même. Et du coup, ils ont aussi souvent une connaissance qui est assez élevée en fait du corps humain et même des différents critères de la performance. Là où parfois, tu vois, c'est un peu l'archétype que tu vois du joueur de foot qui va un peu répéter. Tu vois ce qu'il entend de la part de ses entraîneurs et de la part de ses kinés sans vraiment le comprendre pourquoi. Mais est-ce qu'il y a des patterns, tu vois, dans leur vie? C'est une très bonne question. Je pense que il y a peut-être, tu vois, il y a enfin pour avoir étudié de plus en plus, enfin pour me passionner pour la préparation mentale, tu vois, un des gros piliers de la préparation mentale, c'est les routines. Donc ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'ils ont tous. C'est la création de routines. Ça peut être des routines, tu vois, assez bêtes, tu vois, comme tous les matins, je sais pas, se poser 10 minutes et faire de la cohérence cardiaque, par exemple, ou enfin ou aller marcher, j'en sais rien. Ça peut être aussi tu vois des routines un peu plus classiques, genre écouter telle musique avant d'aller nager, ou voilà, ou mettre un certain slip de bain le jour de la compétition, tu vois, ça fait partie des routines. Mais en tout cas, tous, enfin, sont vraiment encouragés à avoir des routines d'ancrage sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et sur lesquelles ils peuvent reproduire en fait des moments de performance et des moments de conditionnement. Donc ça c'est sûr. Après, tu vois. On leur dit tous, hein, les deux fondamentaux de la récupération, c'est bien manger, enfin c'est bien boire et bien dormir. Donc commencez par faire ça déjà, boire beaucoup d'eau et dormir beaucoup. Donc déjà s'ils le font, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, et après, si tu veux, je pense que finalement, tu vois, les athlètes sont assez libres. On se rend pas compte, mais aussi d'optimiser leur performance. La dernière fois, je discutais avec un kiné, tu vois, et il me disait, ouais, moi j'ai des athlètes pendant que je les masse, ils sont sur leur téléphone, ils font leurs emails, ils écoutent de la musique et ils sont sur Instagram, tu vois. Et il me dit, bah il y en a d'autres, c'est peut-être les champions. Bah pendant que je les masse, tu vois, ils posent des questions sur les massages. Euh, Ils essayent vraiment de vivre le truc, de fermer les yeux, de se concentrer sur la douleur qu'ils sont en train de vivre ou sur le massage qu'ils sont en train de ressentir, tu vois. Et je pense que c'est ça, être un champion finalement, c'est à chaque instant, tu vois, être dans le focus de la performance, dans l'instant présent, de te dire pour chacune des choses que je fais, est-ce que ça me rapproche de mon objectif, à savoir bah, être un plus grand champion, quoi. Et du coup, c'est assez fascinant, je trouve, tu vois, à quel point il peut y avoir des écarts aussi de, de focus comment dire, et de concentration dans l'instant présent. Donc, je sais pas si je réponds très bien à ta question, mais parce qu'il y a pas, je pense qu'il y a pas vraiment de généralité et c'est assez difficile d'en faire. Mais en tout cas, il y a des aptitudes qui viennent et qui reviennent et je pense, ouais, cette capacité à créer des routines, cette capacité à être dans l'instant présent, cette capacité à se mobiliser pour se donner à fond dans une activité, même le massage, ou même boire de l'eau ou même dormir, tu vois. Comment est-ce que tu peux dormir à fond? Bah, tu peux, ouais, te mettre des boules d'IS, tu vois, mettre un masque sur les yeux, euh, 30 minutes avant, quitter tous les écrans et te mettre un petit peu à lire, avoir des pensées positives, tu vois. Bah, peut-être que tu peux optimiser ton sommeil comme ça. Et je pense que, ouais, les grands champions, c'est des choses sur lesquelles ils sont très rigoureux avec tout. Et tu vois, je l'ai pas encore rencontré, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui le connaissaient. Tu vois, c'était Tony Estanguet, tu vois, qui est directeur du comité. Enfin, alors j'ai plus son titre. Bon, en gros, il gère Paris 2024, quoi. Et directeur du. Est-ce qu'il est directeur du comité olympique? Non. Je confonds toujours les organismes. C'est très grave. Ça m'empêche de progresser en plus. Il va falloir que je m'y mette. Mais bon, en tout cas, Tony Estanguet, bah, tu vois, quand tu poses la question à tous les athlètes qui te connaissent, ils te disent tous,
il est méga focus dans tout ce qu'il fait, quoi. Et même ranger sa pagaie dans son sac ou ranger ses affaires dans son sac, c'est militaire, c'est ordonné et il le fait à 100%, alors qu'il l'a fait 2000 fois. Tu vois, il a rangé son sac 2000 fois dans sa vie, peut-être 10 000 fois même, mais à chaque fois qu'il le fait, il est quand même dans l'instant présent et il le fait quand même à fond, tu vois. Et tout le monde te dit ouais, c'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça finalement peut-être les vrais champions, c'est ceux qui arrivent vraiment à mettre toute leur énergie dans l'instant présent, quoi. Super intéressant. Bah écoute, déjà sur le sommeil, je suis l'archétype de ce que tu décris, c'est-à-dire que j'ai optimisé au maximum mon sommeil, d'autant plus qu'à la base il était pas très bon. Alors j'ai tout un tas de routines que je fais avant de m'endormir, tu vois, déjà qui me conditionnent intellectuellement. Tu vois, par exemple un truc tout con, mais la respiration 4-7-8, outre le fait qu'elle puisse t'aider à aller dans le parasympathique, etc., c'est surtout le fait de la répéter tous les jours, et y compris les jours où t'es déjà fatigué et où tu t'endormirais facilement, qui permet justement de créer un pattern, un ancrage, qui fait que après, quand tu vas la faire, un jour où par exemple t'es un petit peu moins fatigué, ou t'es un peu plus excité, t'as un peu plus de mal à trouver ton sommeil, ton cerveau il va comprendre que cette routine-là, elle précède le moment de s'endormir, et il va directement se conditionner pour dormir. Et donc c'est vraiment la répétition, le fait d'avoir une routine qui soit exactement la même tous les soirs, qui fait qu'après tu arrives à t'endormir facilement. Et j'utilise des bull cases, un masque. J'ai aussi un petit dilatateur nasal. Tu sais, c'est un truc que tu fous dans tes narines. Normalement, c'est pour les gens qui ronflent. Alors moi, je ronfle pas, mais ça m'évite que mon nez se congestionne pendant la nuit, parce que sinon, j'avais remarqué que au cours de la nuit, parfois, j'avais tendance à passer en respiration buccale. Et on sait que si tu respires par la bouche pendant ton sommeil, tu peux pas rentrer dans des cycles de sommeil profond. Alors initialement, j'avais commencé par me scotcher la bouche pour réapprendre à respirer par le nez. Et après, une fois que j'ai réappris à respirer par le nez, je garde ce petit dilatateur nasal juste pour éviter qu'il se congestionne et pouvoir avoir une bonne respiration nasale toute la nuit. Et je mets même un petit coussin de jambe, tu vois, il y a un petit élastique, c'est un petit coussin que tu fous entre tes cuisses et qui permet d'éviter qui te permet d'être sur le côté, tu vois, en position latérale de sécurité, on va dire, en position fétale, sans avoir tes hanches qui se mettent de travers, tes genoux qui s'appuient l'un contre l'autre, et parfois ça peut être dérangeant. Et tu vois, c'est plein de petits trucs qui en réalité me permettent de passer des nuits de dingue où je me régénère à fond et où j'ai un sommeil hyper réparateur. Et même si d'un côté je trouve ça cool l'idée de se dire que je serais capable de m'endormir n'importe où, dans n'importe quelle situation, de dormir par terre, même s'il y a du bruit à côté et tout, et ben dans les faits, je préfère contrôler tout ce que je peux contrôler pour avoir les nuits les plus qualitatives possibles, même si ça me fait perdre un petit peu en adaptabilité. Écoute, merci de la reco. Je connaissais pas cette histoire de dilatateur nasal, mais du coup, je me le suis noté là. Parce que moi aussi, je vais avoir le nez qui se congestionne un peu la nuit, donc je regarderai ça. J'ai testé plusieurs trucs. Au début, j'ai même testé des espèces de scotch que tu mettais sur ton nez, tu vois, et qui permettaient d'écarter un peu les narines. Ça marchait aussi, mais c'était chiant, et en plus, ça colle et tout, c'est pas terrible. Tandis que là, c'est juste un petit truc que tu mets dans tes narines, c'est vraiment pas dérangeant, et ça permet vraiment d'avoir un bon flux d'air pour toute la nuit, c'est vraiment chouette. Trop cool. Et d'ailleurs, je crois que c'était un conseil initialement qui venait de Leonardo Pelagotti, qui est un expert un peu de la respiration, que j'avais reçu sur mon podcast. Ok, ça marche, j'écouterai ça. Tu m'as dit des trucs vachement intéressants, je vais revenir sur plusieurs points, mais notamment cet état de pratique délibérée, de conscience, d'état de conscience accru, conscience de l'état, vivre le moment présent à fond, etc., qui pourrait peut-être s'apparenter d'ailleurs un peu à un état de flow, puisque l'état de flow, c'est un peu ça, tu vois, être dans ta bulle, hyper concentré sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais comment est-ce que justement tu arrives à mettre en place des petites routines ou des petits reminders qui te permettent d'y penser au cours de ta journée, et justement de te mettre plus facilement dans cet état de flow et de réussir pour des choses qui paraissent insignifiantes. Tout à l'heure, tu parlais du fait de ranger son sac, tu vois. C'est facile de penser à autre chose pendant que tu es en train de le faire. Est-ce que tu as des petits trucs qui permettent justement d'y penser, de se reconnecter intensément au moment présent plutôt que de toujours vivre dans le passé ou dans le futur? Waouh, écoute, là tu me poses une question difficile, parce que c'est pour moi, c'est pour moi aussi, c'est un challenge, tu vois. Je suis toujours à penser au coup d'après, au projet d'après, donc c'est pas quelque chose d'hyper évident. Après, je pense qu'il faut les exercices un petit peu classiques, c'est effectivement d'apprendre à méditer et se reconnecter un petit peu à son corps, tu vois. Pour les athlètes, tu vois, notamment, on fait beaucoup je me rends compte qu'il y a de plus en plus de préparateurs mentaux et de plus en plus d'athlètes qui le font, mais c'est plutôt de faire de la méditation un peu consciente ou active. Tu vois, par exemple, tu vas marcher et tu vas essayer de te dire, ok, qu'est-ce que je ressens dans le pied gauche? Qu'est-ce que je ressens dans le pied droit? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que j'ai froid aux mains?
quelle odeur il fait, est-ce que je sens le vent sur mon visage, qu'est-ce que je vois, quelles sont les couleurs, est-ce que je peux mettre des mots dessus. Et ça, c'est des exercices qui sont très très utilisés par les athlètes de haut niveau de plus en plus, notamment en préparation mentale, tu vois, pour en fait être de plus en plus conscient de ce qu'il y a autour d'eux. Alors il faut pas du tout le faire sur des gestes techniques. Par exemple, tu vas pas demander à un tennisman de dire qu'est-ce qu'il ressent justement au moment où il va frapper un coup droit, tu vois, parce que justement ça risquerait de le dérégler. Ça risquerait de le dérégler très fortement, mais tu vois, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a aussi des exercices, tu vois, pour améliorer la performance cognitive et la concentration, qui peuvent être, tu vois, par exemple, alors pour nous, ça pourrait être lire un bouquin en te mettant de la musique métal dans les oreilles, tu vois, par exemple. Et tu vas pas le faire sur une très longue durée parce que sur 1 heure ça te rend fou, mais tu vois, genre sur 5-6 minutes, tu vois, et après tu fais l'effort de récapituler, bah, en fait, qu'est-ce que tu as retenu, et de voir, bah, est-ce que tu as amélioré ta concentration ou pas. Bah, les athlètes de haut niveau, ils peuvent le faire également aussi, tu vois, et je sais que il y avait je sais que Djokovic, tu vois, par exemple, faisait ça, tu vois, il s'entraînait en s'habituant à ce qu'il y ait un peu de bruit dans les gradins, en s'habituant à ce que il y ait du mouvement aussi. Et ça, il disait que c'était super utile. Et je pense que c'est des très bons exercices. Et après, moi, ce que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est aussi l'auto-hypnose. Et t'as un exercice d'auto-hypnose, c'est assez marrant. C'est le fait de te concentrer sur un point, de vraiment te concentrer sur celui-là, tu vois, et de pas le lâcher. Et du coup, en fait, toute ta vision un peu périphérique devient floue, tu vois, et tu commences un peu à l'oublier. Et en fait, tu vas éveiller, tu vas te concentrer sur ce point, donc tout devient flou autour, et après en fait tu vas, tout en re-regardant ce point, en fait éveiller ton état de conscience autour et te dire, ok, bah qu'est-ce qu'il y a réellement autour, ok, et c'est sans quitter le point de te dire, bah ok, euh, je sais pas, si tu regardes une forêt, bah quels sont les arbres à côté, combien il y en a, quelles couleurs ils sont, mais toujours en restant fixé sur ce point. Et en fait, ça va énormément concentrer, enfin ça va énormément aider en fait le cerveau à se concentrer sur l'instant présent, et à être comment dire, focus sur vraiment sur vraiment ce que tu ressens et ce que tu vois. Et après, le dernier, je pense qu'il est le plus utilisé, c'est en tout cas les athlètes qui font de la préparation mentale et aussi un peu d'hypnose, de visualisation le font beaucoup. C'est en fait d'associer, si tu veux, un espèce de geste ou un rituel qui va les mettre dans la compétition. Il y a un très beau reportage notamment avec Florent Manodou où en fait, tu vois, pour développer sa puissance, développer tout son, comment va dire, ouais, tout son focus au moment d'une course, et ben en fait il a développé un geste. Alors je crois qu'il se tape dans les mains, et je crois que le mot c'est puissance, et il se le répète très fort en se tapant dans les mains, et en fait ça lui rappelle. Et à ce moment-là, en fait, il a fait des ancrages avec son préparateur mental pour que ça lui rappelle les moments où il est sous la barre de développé couché, et il est extrêmement fort au développé couché. C'est un des nageurs qui a les plus grosses perfs au développé couché. Et du coup, à ce moment-là, il se sent puissant, il sent que c'est le meilleur, en fait. Et donc, pour se rappeler euh, donc il se rappelle ce moment-là, au moment où il rentre dans la piscine en se disant, en fait, je suis le meilleur au développé couché, je serai aussi le meilleur dans le bassin, et je vais gagner, quoi. Donc, ouais, la théorie des ancrages, tu vois, si tu as des ancrages, des moments très positifs, ben, que tu essayes de te les rappeler, que tu essayes de les associer à un geste et à un mot, et au moment où en fait ça ressort, ben, en fait, enfin au moment où tu en as besoin, bah boum, tu peux les ressortir. Euh, moi j'ai euh, moi, j'ai mon mot, c'est leader, et je me tape dans les mains, tu vois. Et c'est tout con, hein, mais avant qu'on s'appelle, je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait, c'était mon petit rituel, boum. Allez, je suis dans l'instant présent, et je me tape dans les mains, et je suis là. Et ça me rappelle plein d'émotions positives, et du coup, j'oublie en fait ce qu'il y a à côté et les pensées un peu parasites. Donc, c'est un peu les moi, en tout cas, c'est ce que je vois dans le sport. Après, tu vois, si tu vas voir un athlète de haut niveau et que tu lui dis oui, il faut que tu médites 15 minutes par jour, que tu fasses de la cohérence cardiaque, c'est compliqué, tu vois. Des fois, la méditation, ça fait peur aux athlètes de haut niveau, et du coup, tu vois, il faut leur faire des exercices un peu détournés, tu vois, d'auto-hypnose, ou créer des ancrages un peu différents, comme je viens de t'en parler là, quoi. Et alors, cet ancrage que tu fais où tu tapes des mains en te disant leader, donc il y a aussi un peu d'autosuggestion, etc. Ouais. Initialement, pour qu'il existe, il a fallu que tu le fasses plusieurs fois, associé à des émotions où justement tu te sentais dans cet état-là, c'est ça?
Donc il y a eu Ouais, des fois où tu as exactement. eu des réussites, des faits d'armes ou des choses comme ça, où tu t'as tapé dans les mains en te disant leader, et maintenant lorsque tu le fais, ça arrive à propulser ton esprit directement dans cet état mental que tu avais ressenti lors de tes expériences précédentes. Alors l'exercice, je l'ai fait avec un préparateur mental qui fait aussi de l'hypnose. Et en fait, l'exercice, c'est d'abord tu te mets vraiment dans la situation dans laquelle tu prenais énormément de plaisir. Donc moi, je sais que tu vois, ce moment-là, c'était un moment où j'étais sur une scène, je parlais face à 500 personnes, il fallait que je sois très bon, j'avais énormément travaillé, j'avais énormément de stress, et du coup, je revisualise, tu vois. Je revisualise le public, la lumière, le speaker, le décor, l'odeur de la salle, qu'est-ce que je ressens, la chaleur, ma tenue vestimentaire, je me remets dedans. Et au moment où en fait tu te rappelles la fin, tu vois, le moment de plaisir, c'est-à-dire le moment peut-être où les gens vont applaudir, où tu sens que les gens réagissent, à ce moment-là tu crées ton geste, tu vois. À ce moment-là tu crées ton geste et du coup effectivement tu vas le refaire plusieurs fois, tu vas le réancrer et en fait tu vas répéter le mot. Et du coup en fait naturellement, là si je le fais tout de suite et que je me dis tiens leader et je tape dans mes mains, et ben en fait automatiquement l'image elle revient. Tu vois parce que j'étais en fait dans un état d'hypnose au moment où je l'ai fait. Euh, et, euh, et du coup, ça marche, c'est redoutable. Ça marche vraiment super bien, quoi. Et du coup, c'est un truc que tu as vécu sous hypnose, mais que tu as vécu aussi réellement ou pas? Ouais, exactement. C'est une vraie scène c'est une scène, tu vois, de mon, euh, de mon vécu, tu vois, vraiment. Ok, Mais pour rentrer dedans encore plus, j'ai fait un peu d'hypnose, ouais. Tu vois. ok. Et du coup, justement, tu disais que lorsque tu t'es retrouvé à parler devant ces 500 personnes, tu avais un peu de stress avant. Est-ce que t'as utilisé des techniques justement pour gérer ce stress-là, pour réussir à parler sans avoir un flot de paroles hyper rapide, etc., pour gérer ta gestuelle? Comment est-ce que tu as appréhendé tout ça? C'est une bonne question. Bah, alors à l'époque, j'étais un peu plus jeune et j'étais coaché. Donc, si tu veux, j'avais vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris, tu vois, sur l'art oratoire et l'art scénique, euh, notamment sur comment être ancré dans le sol, comment 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 être sûr que ton rythme est le bon, tu vois, et notamment en regardant régulièrement un point fixe dans la salle, ce qui peut être une personne, tu vois. Et donc je me souviens plus exactement, tu vois, de tout ce qu'on avait fait. Je suis désolé là, tu me prends un peu au dépourvu, mais bon, j'étais accompagné par quelqu'un et c'est quand même différent, tu vois, que quand tu fais ta recherche un peu tout seul. Mais tu vois, maintenant, pour aller libérer le stress, tu vois, moi j'ai mes deux rituels, quoi. C'est vraiment, je me pose, je médite pendant 2-3 minutes, cohérence cardiaque, tu vois, et j'essaye à ce moment-là d'être focus sur ma respiration et d'être focus sur des pensées positives. Et après, j'ai ce geste, tu vois, leader qui vraiment me fait une décharge d'énergie, une décharge de concentration et qui me fait un petit peu oublier, qui me fait pas forcément rentrer dans l'état de flow, tu vois, parce que je pense que l'état de flow, c'est plus lui qui vient te chercher que toi qui le trouves, mais en tout cas qui va le provoquer. Tu vois, je vais essayer vraiment de le provoquer, cette aisance, de provoquer euh, ce, ce bien-être qui fait que je vais pouvoir me retrouver dans un état propice au flow, quoi. Super intéressant. Et puis en plus, j'imagine que plus tu l'utilises, cet ancrage, plus il se renforce et plus il est efficace. Donc c'est un truc hyper exponentiel. Ouais, exactement. Et puis tu peux l'enrichir. Tu peux l'enrichir, tu vois, avec justement avec des nouvelles émotions que tu as vécues. Tu vois, moi je me rappelle, bah, typiquement, je me rappelle cette moment de prise scénique, enfin de ce moment de prise de parole, et je me rappelle des applaudissements. Mais tu vois, et je le fais, bah, si je le, il y a d'autres moments un petit peu similaires, tu vois, typiquement un podcast qui va super bien se passer, où je vais rigoler, où je vais me sentir convaincant, et puis après, par exemple, je sais pas, je vais recevoir un message de quelqu'un qui l'a écouté et qui me dit, ah là, tes questions, elles étaient trop bien, Bart et tout. Et ben en fait, je vais utiliser, tu vois, cette petite pensée positive et je vais l'introduire dans ma phase de je vais l'introduire du coup dans cet ancrage, tu vois. Donc donc c'est hyper bien et en plus tu peux t'en créer plusieurs, et tu peux faire des choses assez formidables dessus. Tu vois, et pour revenir au stress, là, il y a pas longtemps, j'ai interviewé Camille Serme, qui a été numéro 2 mondial en squash. Je crois qu'elle a passé
170 mois dans le top 10 mondial en squash. Enfin, c'est absolument incroyable. Il y a quasiment aucune joueuse qui a eu autant de longévité. Elle a gagné les plus grands tournois, tu vois, et voilà. Et elle, tu vois, un des trucs, c'est que dès qu'elle a dépensé Parasite, en fait, elle a dans son sac, elle a trois gros objets, je crois, genre une bouteille, un pot de crème et je sais plus quoi, tu vois, une chaussure, j'en sais rien. Et elle leur a associé à chacun un mot. Et je crois qu'il y en a un, c'est colère, l'autre c'est angoisse, et l'autre c'est, je sais plus, stress, tu vois. Et ben en fait, dès qu'elle est stressée durant un match, elle va à son sac et elle fait l'angoisse, tu sors. Et elle prend l'objet et elle le sort de son sac, tu vois. Et elle me dit, ça marche. C'est dingue, ça marche, tu vois. Donc tu peux aussi, tu peux aller assez loin dans ces espèces d'ancrage et dans ces associations que tu peux faire avec des objets. Donc tu vois, je recommande vraiment aux gens, tu vois, qui veulent s'y intéresser, ouais, de se renseigner un peu sur l'hypnose et l'auto-hypnose parce que alors c'est toujours le buzzword, tu vois, où on s'attend, ah tiens, Mesmer, il va faire endormir des gens, il va les autosuggérer. Mais en fait non, c'est l'hypnose, c'est provoquer un état de conscience en toi. C'est ça la vraie définition de l'hypnose, c'est provoquer un état de conscience. Donc tu peux provoquer un état de sommeil chez quelqu'un, tu peux provoquer aussi un état de surconfiance ou un état d'extrême tristesse, tu vois. Mais tu peux aussi le faire sur toi. Tu peux aussi faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire auto-provoquer un état de conscience. Et tu vois, et ça peut être te débarrasser du stress, te débarrasser de la colère ou augmenter très fortement ta confiance en toi. Donc non, c'est un outil relativement puissant, quoi. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, sur la première partie d'enregistrement de ce podcast, on avait parlé de nos morning routines et notamment, je t'avais dit que lors de la mienne, après ma mobilité, je me mettais en tailleur par terre et puis je me centrais un peu sur ma respiration et puis je pensais à mes cellules qui respiraient, etc. Et et tu vois, et parfois à ces moments-là, parfois je fais un peu de visualisation, des choses comme ça. Et tu vois, si j'ai besoin de courage, par exemple, je vais repenser à il y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre. J'ai fait un peu d'alpinisme, j'ai fait un 4000 mètres et à un moment on était sur une crête, tu vois, qui était peut-être 20 cm de large avec le précipice des deux côtés et du coup tu marches là et en soi il y a rien de techniquement difficile, mais tu sais que si tu tombes tu meurs quoi. Vraiment, tu vois, t'as une conscience hyper puissante, hyper accrue de cette mort, de la mort qui est là, tu vois. Et parfois dans ta vie courante, tu peux faire des choses un peu extrêmes, mais t'as pas cette conscience hyper forte de la mort. Et du coup, t'as quand même une charge émotionnelle de stress, de concentration, un état de flow hyper puissant où t'es juste hyper concentré, tu vois, et tu penses à rien d'autre tellement t'es hyper concentré quoi. Et quand t'arrives de l'autre côté, enfin moi j'avais envie de pleurer, enfin j'ai même eu ma petite larme et tout parce que déjà t'as tout ce stress qui redescend et en plus de ça t'as le paysage qui est juste fabuleux et magnifique. Et du coup maintenant tu vois quand je suis donc je reviens à mon histoire, quand je suis en tailleur le matin si j'ai besoin de courage, je repense à ce moment-là, je me visualise en train de traverser ma crête, y arriver et du coup ça me donne du courage, tu vois. Et mais j'ai jamais pensé à rajouter un geste ou un ancrage avec un mot. Et donc, en fait, si je suis bien ce que tu me dis, je pourrais revisualiser ça, imaginer l'associer à un geste après coup, donc sans l'avoir fait sur le moment, mais l'imaginer après coup, tu vois, et à force de le répéter quelques fois en méditation, visualisation, après l'avoir directement associé sans devoir me replonger dans tout le truc, juste en faisant le geste et en disant le mot, paf, j'arrive à me remettre dans cet état de, justement, de force, de courage, etc. Ouais, exactement. C'est exactement ça, ouais. Génial. Bah écoute, je vais creuser ça, je vais essayer. Je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, la prépa Vas-y. mentale est hyper intéressante. Tu D'ailleurs, me feras un retour. comment? Tu me feras un retour, tu me diras. Ouais, carrément, carrément. Et puis j'aime bien aussi cette idée, tu vois, d'avoir un petit catalogue. Là, on parle d'une application, donc en l'occurrence pour le courage, tu vois, pour le côté leader, bon bah qui est un peu pluridisciplinaire. Mais tu pourrais imaginer un peu comme ton athlète, un catalogue en fait avec deux trois mots qui répondent à deux trois types de situations que tu peux rencontrer dans ta vie et te conditionner à ressentir certaines émotions. Et même, tu vois, j'imagine peut-être que tu pourrais associer un geste à du bonheur, un sourire, un rire ou quelque chose comme ça, et quand t'as passé une journée de merde, paf, tu le fais et t'arrives à te remettre dans cet état d'esprit-là et à te sentir, je sais pas, heureux ou souriant parce que ça c'est associé à ça, tu vois. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Du coup, c'est super cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, par rapport à la prépa mentale, justement, tu vois, à ton avis, c'est quoi le secret qui permet un athlète, un champion de se dépasser, d'atteindre la performance ultime quand on l'aurait pensé impossible? C'est peut-être plus facile à comprendre sur des sports d'ultra endurance, par exemple, où t'as vraiment le mental qui joue énormément
et il y a des moments où tu te dis tu dois être face à un mur et tu dois quand même continuer. Qu'est-ce qui te permet de continuer dans ces moments-là? Mais ça doit être le cas aussi sur des performances beaucoup plus explosives, beaucoup plus courtes, ou par exemple, je sais pas, du saut ou des choses comme ça, où tu te dis, où t'as quand même des barrières mentales, où tu te dis c'est impossible parce que personne l'a fait avant. Comment est-ce que tu arrives à dépasser cette sensation de l'impossibilité, en plus qui t'est peut-être colportée par d'autres gens aussi autour de toi qui auraient peut-être tendance à le penser impossible et donc du coup à te transmettre leurs craintes. Comment tu arrives à dépasser ça et à malgré tout y arriver? Waouh, la question est compliquée parce que si je le savais, si je le savais, je le ferais aussi moi-même. Mais non, il y a déjà, je pense que les beaucoup d'athlètes de haut niveau ont, tu vois, ce type de personnalité, peut-être type Ennéagramme un peu 3, ou je sais pas si ça te dit quelque chose, les tests de personnalité type Ennéagramme ou ce genre de choses, mais généralement c'est des gens qui aiment énormément la compétition et le challenge, tu vois, de base, et du coup qui vont tellement avoir tendance en fait à détester l'échec, qui vont avoir cette capacité à fermer en fait toutes les écoutilles, à ne plus écouter presque leur corps, tu vois, et rentrer dans cet état où en fait ils arrivent à se surpasser. Euh, donc, écoute, je pense pas qu'il y ait spécialement de secret, tu vois, je pense que c'est beaucoup de visualisation avant coup, beaucoup de se voir réussir avant coup. Euh, c'est ça aussi, tu vois, quand t'as jamais fait quelque chose, tu peux quand même tu peux quand même le rêver, tu peux quand même l'imaginer, tu peux quand même le serrer au plus profond de toi. Et je pense que c'est encore plus facile quand tu as des rôles modèles que tu peux copier, tu vois. Mais ça reste tout aussi possible, tu vois, même sans... Si personne n'a jamais réalisé un exploit, ça reste possible, toi, de le visualiser et de te le répéter à longueur de journée. Euh, et je pense que, ouais, je pense que c'est ça le vrai secret, si tu veux, c'est être capable d'imaginer son but de façon tellement précise et de façon tellement concrète et de façon tellement permanente qu'il finit par se réaliser. Tu vois, c'est les vraiment finalement moi, ce qui me bluffe le plus avec tous ces champions-là, c'est de voir à quel point ils sont obstinés et à quel point ils pensent en permanence, si tu veux, à leur objectif. Et, euh, et là où, tu vois, il y a une passerelle aussi à faire avec l'entrepreneuriat, c'est que, tu vois, quand tu montes ta boîte, t'es en permanence en train de penser à ton projet, t'es permanence en train de penser à ce que tu dois faire. Et mais parfois t'oublies un peu le but, tu vois. T'oublies tout ça, c'est pourquoi. Tu vois, pourquoi est-ce que tu montes une boîte? C'est pour partir dans l'espace comme Elon Musk ou Jeff Bezos? Est-ce que c'est pour euh, déjà avoir 10, 20 salariés et les faire vivre? Est-ce que c'est pour avoir de l'impact? Est-ce que c'est pour toi pouvoir partir en vacances un mois tous les étés et te faire des vacances de rêve, tu vois? Quel est vraiment le but? Bah eux le but il est simple, quoi, c'est la médaille d'or, quoi, entre guillemets, tu vois, et et du coup ils ont c'est ça qui est intéressant, je trouve, tu vois, à faire en passerelle, c'est que comme le but il est assez clair, assez précis, derrière en fait le plan d'action l'est aussi, tu vois. Là où un entrepreneur, bah parfois on peut, en tant qu'entrepreneur, on peut s'égarer, je sais pas si parfois c'est ton cas, mais tu vois, on peut parfois avoir tendance à imaginer des projets ou imaginer des tâches qu'on doit faire et qui sont pas forcément celles qui vont t'amener à ton objectif réellement important, quoi. Euh, donc ouais, moi je te dirais ça, je botte un peu en touche, je t'avoue. Putain, c'est toujours difficile de répondre à la question quel est le secret dans machin, alors que je les connais pas tous, tu vois, euh, mais je pense que c'est vraiment, ouais, une des capacités premières, c'est ça, c'est être capable de se projeter, capable d'imaginer vraiment son objectif et de façon permanente, hyper régulière, et d'en dérouler un plan d'action qui tourne, quoi, tu vois. Non, c'est super intéressant. Et pour répondre à ta question, étant entrepreneur, non, moi, écoute, j'ai pas ce but-là en tête. Moi, souvent, je me pose même pas la question. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est plutôt, j'ai une idée, je vois une opportunité, je me dis que ça peut marcher, je le fais.
Tu vois, il y a une espèce d'action-réaction qui est hyper rapide. Et justement, et c'est ça aussi entre guillemets le problème, parce que parfois, moi maintenant, parce que j'ai plus d'expérience, je suis plus vieux, et donc du coup, je sais mieux ce que j'ai envie de faire, ce qui est important. J'ai cette conscience aussi j'ai cette volonté en tout cas d'essayer d'aligner plus ce que je fais avec mes valeurs et ce que j'ai envie d'apporter au monde. Mais Ok. mais avant, c'était vraiment merde, je sais plus où je voulais arriver, mais grosso modo, voilà, j'avais une idée, j'y allais, et puis je me posais pas la question, clairement pas. Ouais. Ok. Clairement pas, il n'y avait pas d'objectif intrinsèque, etc. Simplement le fait de savoir que ça pouvait marcher, que c'était une bonne idée, ça me donnait envie de la réaliser. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, parfois, je me retrouvais à faire des choses, à me retrouver embrigadé dans des projets entrepreneuriaux qui potentiellement fonctionnaient en plus. Et après coup, une fois que ta boîte, elle fonctionne déjà, etc., à te poser la question, pourquoi je fais ça? Et c'est con parce que quand tu te la poses alors que t'as déjà des salariés, ou que, enfin voilà, que ta boîte elle fonctionne déjà, c'est beaucoup plus difficile de faire marche arrière, et tu te dis merde, j'aurais peut-être dû me poser la question avant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre Mais côté, tu vois, c'est ça aussi à mon avis qui fait un peu l'entrepreneur. Moi, j'ai toujours eu ce tempérament-là, d'aussi jeune que je me souvienne, avant même, enfin tu vois, même quand même quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'avais déjà des idées, je faisais déjà des trucs. Enfin, tu vois, ça a toujours été plus fort que moi. Et c'est ça qui m'a, enfin, je vais pas dire que je suis un bon ou un mauvais entrepreneur, mais ce que je sais, c'est que une de mes forces, c'est peut-être justement de moins réfléchir que les autres, et d'y aller, et de foncer, tu vois. ouais. Et je vais pas me poser 50 fois la question, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que pas, etc. Est-ce qu'il se passe ceci, est-ce qu'il se passe cela, parce que sinon ça te pousse à l'immobilisme. Et quelque part là, je pense qu'on peut faire un parallèle avec les champions, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que tu vois, par exemple un skieur extrême, il va voir une face, il va pas se demander si elle est possible à skier ou pas. Tout le monde, quelqu'un de normal la verrait, moi je la verrais, même en étant un excellent skieur, je me dirais c'est impossible de la skier. Lui, il va jamais dire ça, quoi. Pour lui, dans Non, sa mais tête, sûr. ça aura toujours été possible. Et en fait, il a un prisme de pensée, il a une façon de voir le monde qui est différente, qui lui est propre, et qui lui permet aussi justement d'avoir cette confiance, comme tu en parlais, tu vois, cette confiance indéfectible en son Ouais. objectif, parce que pour lui, c'est quelque chose qui, comme s'il était déjà réalisé dans sa tête, tu vois. Ouais. Le fait de le faire, quelque part, c'est plus qu'un détail de l'histoire. Et dans sa tête, c'est déjà fait, quoi. Ouais, ouais, c'est marrant que tu parles de ski parce que tu vois, j'ai interviewé il y a pas très longtemps un monsieur qui s'appelle Paul Bonhomme, tu vois, qui fait de la descente de pente raide. Et lui, tu vois, justement, à un moment, je lui parle la question de la mort et du danger. Et il me dit, écoute, moi, j'ai déjà perdu quelqu'un dans ma famille à cause de ça, tu vois, à cause de la montagne. Il me dit, du coup, moi, j'ai interdiction de ne pas rentrer. Tu vois, et en fait il s'est ancré ça dans sa tête, tu vois, il dit moi je n'ai pas le droit de pas rentrer, je dois rentrer quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je dois rentrer à la maison et je ne dois pas mourir. Et du coup en fait tu vois, je vais pas dire que le danger n'existe pas, tu vois, mais il a ce devoir qui est de quoi qu'il arrive de toujours mettre de toujours un peu calculer le danger, mais de ne jamais penser à ce qui peut arriver, tu vois. Et, euh, et c'est assez fort, c'est assez fort. Et c'est vrai que dans les sports extrêmes, ils ont ce truc de d'être capable de ne pas du tout penser à ce qui peut arriver, alors qu'il en arrive des trucs parfois super graves. Mais mais ils ont cette capacité, ouais, à ne jamais y penser, quoi. Donc c'est assez dingue. Est-ce que tu penses que c'est une forme d'inconscience? Non, non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, je pense, tu vois. C'est justement, en fait, ils sont tellement conscients de ce qui peut arriver qu'il faut pas y penser, en fait, parce qu'ils ont, tu perds déjà, enfin, quand tu parles à des skieurs un peu extrêmes ou des gens qui font de la montagne et de l'alpinisme, toi, t'en fais un petit peu. On a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui il est arrivé un drame, tu vois. Et, et du coup, si tu te mets à y penser, si tu sais que c'est dangereux, que statistiquement ça peut t'arriver, je pense que t'avances pas. Et du coup, c'est de l'hyper conscience que de l'avoir en tête, de savoir que t'es hyper, hyper à risque, mais que si tu penses au danger, il a beaucoup plus de chances de se réaliser, quoi. Très intéressant. Ouais. D'autant plus que si tu penses au danger, tu vas potentiellement être beaucoup moins sûr dans tes gestes, dans tes mouvements, etc. Et c'est là aussi où ça devient dangereux, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie après avoir interviewé plus de 200 champions sur ton podcast?
Pas encore de 200. Là. Je suis à bientôt 130, mais ça va venir. Écoute, qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses, franchement, beaucoup de choses dans le sens positif. Déjà, je me pose un peu les questions de quels sont selon moi les vrais critères de la performance, parce que c'est tu sais, on a tous des névroses, hein, et moi, j'étais très orienté performance, je voulais toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus riche, toujours plus beau, tu vois, toujours plus costaud. Et au bout d'un moment, en fait, tu te poses vraiment les questions de quels sont les vrais critères de la performance, euh, et, euh, et, et qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Donc ça a été une des choses. Je me suis rendu compte aussi que tu vois que c'était des humains, tu vois, comme toi et moi, qu'ils ont rien de surnaturel, et qu'en fait la seule chose, ils ont deux bras, ils ont deux jambes, ils ont une tête, et en fait la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec, quoi. Et est-ce que et généralement, effectivement, ça passe par un conditionnement mental. Et j'étais déjà, tu vois, passionné par justement tout ce conditionnement mental, et de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi certains y arrivent, pourquoi certains échouent, tu vois, euh, ou en tout cas ou même ne passer jamais à l'action. Euh, et tu vois, et du coup, je me suis de plus en plus intéressé effectivement à toutes les méthodes de conditionnement, toutes les méthodes de visualisation, et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'était pas du tout du bullshit, c'était pas du tout des sciences inexactes, avec un peu vaudou et rien de prouvé. Au contraire, tu vois, les neurosciences prouvent de plus en plus que que notre cerveau est ultra malléable, qu'on peut l'entraîner, et que on est tous, en fait, on en est tous capables, tu vois, de faire des grandes choses, à condition effectivement qu'on entraîne notre cerveau, et qu'on se dise que et qu'on se répète que c'est possible, et de l'entraîner, quoi, et d'échouer. Euh, donc, je m'intéresse de plus en plus à la préparation mentale, et je me dis qu'il y a vraiment aussi peut-être quelque chose à faire, tu vois. À le transposer un peu dans le monde civil, tu vois. On parle beaucoup de... Alors, tu vois, dans le monde civil, il y a plein de choses qui sont très... euh, tu vois, on parle beaucoup de développement personnel, on en a parlé aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, un athlète, il va aller chercher dans tellement de disciplines différentes. Il va faire un peu de sophrologie, un peu d'hypnose, un peu de PNL, un peu de visualisation, un peu de méditation, un peu de cohérence cardiaque. Tu vois, il va utiliser plein de choses. Et je pense que, tu vois, cette boîte à outils... enfin, moi, du coup, de voir des sportifs utiliser toute cette boîte à outils, ça m'a ouvert les yeux, et de me dire, il n'y a pas qu'une seule méthode qui marche. En fait, c'est utiliser plein d'outils, et essayer de les utiliser à ta sauce, et de voir ce qui marche pour toi. Euh, et enfin, tu vois, c'est con, mais rencontrer toutes les semaines un champion olympique, ou quelqu'un qui aspire à l'être, ou quelqu'un qui a tout fait pour l'être, ça te motive, quoi. Tu vois, ça vraiment, ça te donne du baume au cœur, et ça te fait te dire que, ouais, ça te fait dire qu'ils sont comme toi, comme moi, et que il en tient à pas grand chose de pouvoir faire quelque chose de grand, euh, et que voilà, il suffit de passer à l'action. Et puis après, il y a un autre truc à changer, c'est que les gens font le biais d'association. Du coup, comme j'interviewe des sportifs de haut niveau, plein de gens pensent que je suis un sportif de haut niveau, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est pour la petite blague. J'ai des auditeurs qui me disent, mais toi, t'es pas champion, toi? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je, j'adore les champions. Je leur voue une admiration et beaucoup de respect, mais je ne suis pas un champion. En tout cas, j'essaye juste d'être champion de mon quotidien et champion de mon podcast. Déjà, c'est déjà quelque chose. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Plein de choses super intéressantes dans ce que tu viens de partager. D'abord, j'aimerais revenir sur cette question de dépassement, d'essayer d'être toujours tu disais que tu voulais toujours plus, toujours aller plus loin, etc. Moi, je suis un peu dans ce truc-là aussi. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon podcast, comment être une meilleure version de soi-même. En réalité, Bien comment sûr. explorer, exploiter tout son potentiel. Mais tu vois, je suis quelqu'un d'hyper ambitieux à la base, je pense un peu comme toi, et donc j'avais des ambitions hyper élevées, et en m'intéressant justement au développement personnel, à la philosophie, à un tas de choses, j'en viens à me poser la question de savoir si c'est vraiment moi, mon envie profonde, et un besoin d'épanouissement, ou si c'est plus mon ego qui parle, un conditionnement de la Mm. société, etc. Et donc, en réalité, si une vie plus simple serait peut-être pas meilleure et plus heureuse, Ouais. et si au final je préfère mieux réussir et être moins heureux, ou être plus heureux et moins réussir. Et quand je dis réussite, j'entends la réussite sous tous les angles possibles, parce que
moi, je peux considérer que la réussite, ça peut être une réussite financière, mais ça peut être aussi une réussite en termes de renommée, une réussite vis-à-vis de soi-même. Donc, Bien sûr. j'inclus un peu tout ça dedans, mais je pense que quel que soit le driver, le motivateur, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même, c'est un peu le même combat et je pense que c'est toujours un peu l'ego qui se cache derrière. Et à mon avis, il a des bons côtés parce que c'est ça qui permet aussi à l'humanité de découvrir plein de choses. Tu vois, on évolue sur plein de sujets. Là, donc, on parle des champions. Bah, ils ont tous prouvé que c'était possible de faire des choses qu'on pensait impossibles. Tu regardes du côté de la science. Tu as cité tout à l'heure Elon Musk qui part faire des pirouettes dans les étoiles. Enfin, tout ça, c'est merveilleux et je pense que sans l'ego, on pourrait pas faire tout ça. Mais voilà, c'est une vraie question, trouver le juste équilibre entre ce qui te rend vraiment heureux et ce qui te permet de t'épanouir en tant qu'humain et cette fuite vers l'avant, cette recherche de toujours mieux, de toujours plus, qui peut-être d'une certaine façon te conduit à être paradoxalement moins heureux. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Bah écoute, ça tombe à pic que t'en parles parce que justement là, moi je suis dans une phase beaucoup d'introspection où justement ce podcast m'a énormément appris à me connaître, à savoir qui j'étais, et j'ai fait beaucoup de tests de personnalité ces dernières semaines. Et justement, tu vois, c'est le gros, enfin, la réflexion que tu as mis en lumière là, c'est le gros danger effectivement de toutes les personnes qui sont trop portées vers la performance et d'aussi de beaucoup de sportifs de haut niveau, tu vois. Et c'est d'ailleurs une des choses que fait un préparateur mental avec un athlète de haut niveau, c'est lui demander mais pourquoi est-ce que tu veux la médaille d'or en fait? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment être le premier? Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, au plus profond de toi? Est-ce que c'est pas juste l'ego qui parle? Et mais non, je suis tout à fait d'accord, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est en fait d'être capable de dissocier les critères de performance que tu imagines de la société et ce qu'elle attend de toi versus tes critères de performance, tu vois. Et parce on peut hyper facilement avoir tendance à se dire, OK, je suis dans un environnement où la performance, c'est ça. Et du coup, pour exister, je vais calquer mes indicateurs de performance sur ceux de la société ou ceux de mon environnement. Et du coup, en fait, complètement t'y perdre, tu vois. Parce que tu as envie, justement, de, la notion de performance, en fait, elle se fait par rapport à soi-même, mais elle est aussi beaucoup par rapport au regard des autres. Et du coup, moi, je suis vraiment, tu vois, en ce moment, j'ai pas beaucoup plus de réponses à te donner que ça, mais je suis vraiment en ce moment en train de me poser la question de dire mais quels sont où est-ce que moi j'ai vraiment envie d'arriver, est-ce que quelle est la part effectivement entre mon ego et ce que je projette, tu vois, et qui je suis réellement. Donc non, c'est une hyper bonne réflexion et je pense que c'est le vrai questionnement que doit se poser toute personne justement qui est toujours qui veut toujours plus, tu vois, et de se dire pourquoi est-ce que je veux ce truc, est-ce que je le veux vraiment, et, euh, et est-ce que au contraire je peux pas plutôt me satisfaire de choses simples. Et je sais pas pour toi, mais moi je vais le chercher beaucoup dans mes amis, tu vois. J'essaie d'avoir beaucoup d'amis qui eux vont contrebalancer justement cet entourage performeur, tu vois, et qui vont être des gens beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus, tu vois, dans l'harmonie, beaucoup plus patients, et qui vont m'apporter ça. Et moi, ça me permet aussi de revenir un petit peu sur terre et de me poser les bonnes questions, tu vois, savoir qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, quoi. Mmh. C'est intéressant. Et les tests de personnalité que tu dis avoir fait, c'est des tests qu'on peut faire en ligne. T'as quelques outils à nous partager et est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a appris? Ouais, bien sûr. Bah, je les ai un petit peu tous faits. Je peux te les faire dans l'ordre, hein. Il y a l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est vraiment sur ton système de valeurs et de croyances internes. Tu vois, comment est-ce que tu vois le monde et comment c'est aussi très lié à l'enfant. Tu vois, comment est-ce que tu t'es construit. Tu as le disque. Le disque, c'est beaucoup plus comment est-ce que tu te comportes, notamment en société, en groupe. Euh, Pareil, le processcom qui est très professionnel, qui est très situationnel, qui est très très utilisé dans beaucoup d'entreprises. Tu vois, voilà, comment est-ce que tu réagis sous situation de stress. Euh, Ensuite, tu as le MBTI aussi qui est intéressant. En fait, je pense qu'il faut tous les faire, mais il faut surtout essayer de les faire. Ils sont tous complémentaires les uns les autres, parce qu'on apprend tous, tu vois, on apprend tous.
Je pense qu'il faut prendre l'habitude de les refaire. Ça, c'est mon premier conseil, tu vois, de les refaire tous les ans pour avoir une autre grille de lecture. Et surtout, la difficulté, c'est d'essayer de les faire sans se mentir à soi-même. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, avant d'arrêter de me mentir à moi-même et de me dire, non, mais en fait, je sais. Je sais que ça, c'est mon point faible. J'ai pas envie de l'écrire là tout de suite. J'ai pas envie de cocher la case A qui dit que je suis euh, je sais pas que je peux avoir tendance à un peu trop je sais pas vouloir attirer la lumière sur moi par exemple, tu vois. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, donc je vais pas valider cette réponse, tu vois. Et en fait, j'ai mis du temps, tu vois, avant de faire ce travail et de me dire allez, c'est pas grave, je suis comme ça, j'accepte mes défauts, j'accepte mes qualités, je suis comme ça, et en fait, j'apprendrai beaucoup plus à me connaître, et je serai beaucoup plus guidé par ces résultats le jour où j'aurai des réponses sincères. Et, euh, et là, bah justement, tu vois, je les ai refaits récemment parce que justement, j'ai eu en fait ce souhait de dire, enfin, ouais, ce souhait de me dire, j'arrête de me mentir, j'arrête d'essayer de gommer tous mes défauts, j'arrête de vouloir essayer d'être parfait aux yeux des autres. Je suis tel que je suis, et et ça enfin, en tout cas, ça a été vraiment un révélateur pour moi parce que du coup, là maintenant, enfin, j'ai tu vois des réponses qui sont pertinentes pour moi et sur lesquelles je peux me guider. Et tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment tu vois, sur tout ce qui est énéagramme, bah, il y a beaucoup de réflexions philosophiques à avoir. Tu vois, comment, tu vois, je pourrais, voilà, je l'ai j'en ai une partie sous les yeux, tu vois, mais tu vois, je me suis mis à un endroit dans ma liste, quels sont mes points faibles, quels sont mes combats, tu vois. Et tu vois, et ben, il faut que j'apprenne à ralentir, il faut que j'apprenne à laisser faire surface à mes émotions, parce que j'ai beaucoup de tendance à les cacher et à essayer de pas les montrer. Comment est-ce que je peux développer encore plus d'empathie aussi vers les autres? Comment est-ce que je peux développer de la patience, parce que je suis très impatient. Euh, Comment est-ce que je peux aussi beaucoup mieux intégrer l'échec? Bon, ça c'est à la limite, j'ai plutôt fait cette réflexion avant, tu vois, et comment je peux avoir aussi de l'admiration pour les gens qui sont différents, très différents de moi, et qui sont pas du tout dans la performance. Tu vois, donc l'énéagramme, c'est très intéressant parce que tu as beaucoup de pistes de réflexion. Et après, MBTI, Processcom, DISC, là, c'est plus, je dirais, pour la partie professionnelle et skills, tu vois. Quels sont, quels sont tes points forts en groupe, comment les autres te voient, qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi. Et ça, voilà, c'est toujours des grilles intéressantes. Là, voilà, moi, je suis peut-être dans une phase un peu où je vais entamer une phase de reconversion professionnelle. Et du coup, c'est des grilles hyper intéressantes qui me permettent, tu vois, de m'aider à y voir un peu plus clair et de me dire, est-ce que les réflexions que j'ai en ce moment sont vraies et sont validées aussi par peut-être par l'observation de d'autres, quoi, et d'experts. Ouais, ça me donne vachement envie de les faire. Merci pour toute la batterie de petits tests. J'avoue, Bah, je j'en te ai les jamais enverrai. fait, Je te l'enverrai. mais ça me donne vachement envie. Et en plus de quoi, je trouve que, en tout cas, de la façon dont tu le décris, indépendamment du résultat qui t'est donné, ça te permet aussi toi-même, dans ton introspection, de te poser les bonnes questions, d'être honnête vis-à-vis de toi-même, parce que pour répondre aux tests, ça t'oblige à toi mieux te comprendre, mieux te connaître. Mm. Et en ça, je trouve ça déjà hyper intéressant, quoi. Ah mais clairement, clairement, clairement. Non, et puis des fois, ça te met en lumière des points sur ta personnalité que t'essayes complètement de ravaler, quoi. Et Ouais, c'est sûr. donc c'est dingue, c'est dingue. Et du coup, ça ouvre un peu les yeux, et ça permet de prendre du recul. Je te recommande aussi, si jamais tu t'y mets, de les faire peut-être challenger avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et, euh, et mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment très instructeur, tu vois. Bah, je le ferai et je partagerai les réflexions que ça m'aura inspiré dans une newsletter, dans une prochaine newsletter. Vas-y, avec plaisir. Je Et, dirais euh, ça. et dans tes enseignements, tu avais parlé aussi du coup d'entraîner le cerveau. Tu disais qu'en entraînant le cerveau, on pouvait potentiellement tout faire. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu entends par entraînement du cerveau? Bah un petit peu tous les sujets qu'on a abordés, tu vois, et effectivement être capable de faire de la méditation dans l'instant présent, essayer de faire des exercices de de pleine conscience. Il y a aussi là il y a pas très longtemps, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Peak, qui te permet en fait de faire des petits jeux un peu cérébraux. Donc ça c'est plutôt pour de la performance cognitive. Il y a les exercices de concentration et entraîner le cerveau. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de modélisation et d'autosuggestion, hein, tu vois. Si tu te répètes tous les jours que tu es capable de faire les choses, au bout d'un moment,
tu as beaucoup moins peur de te lancer et d'essayer de les faire. Alors que si tu te répètes tout le temps que c'est impossible, ben c'est sûr que tu passeras jamais à l'action. Donc, moi, ça passe par beaucoup d'autosuggestion en tout cas, et beaucoup de pleine conscience et de méditation, parce que ça m'aide à me concentrer et à gérer aussi gérer un peu mon stress. Donc, c'est vraiment moi les deux grands axes que je travaille le plus. Ça me fait penser à un livre de Joe Dispenza qui s'appelle Vous êtes votre propre placebo, ou Vous Ouais. êtes le placebo, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais Ouais. pas quelle est la rigueur de ces études, mais en tout cas, il suggérait que justement toutes ces phrases d'autosuggestion, ce mindset, tous ces ancrages, etc., conditionnaient même au niveau cellulaire la synthèse des protéines dans ton Ouais. corps, et donc les hormones qui allaient être libérées, et donc conditionner complètement l'épigénétique et la façon dont tes gènes allaient s'exprimer, et donc quelque part façonner ta personnalité avant même que tu aies réalisé la chose en question, simplement par la force du mental et des croyances que tu as. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu vois toutes les petites routines de vie dont on a parlé, la méditation, etc., mais aussi potentiellement le fait de bien manger, de faire du sport, si tu as la sincère conscience et confiance dans le fait que tout ça te permet d'être en meilleure santé, d'être plus énergique, etc., et ben, tu auras tendance à t'auto-influencer, à être plus énergique, à être en meilleure santé. Et donc, au final, toutes ces petites actions, en plus de leurs bienfaits uniques et spécifiques, permettent de créer tout un système de pensée intellectuelle qui te prédestine, entre guillemets, à être autoréalisateur, tu vois, à être Ouais, bien sûr. dans l'état d'esprit et dans l'état de santé et d'énergie que tu espères atteindre. Et ça, je trouve ça assez génial. C'est quoi le livre que tu as mentionné? Parce que ça Euh, m'intéresse beaucoup, tiens. vous êtes le placebo de Joe Dispenza. Ok. Eh ben, écoute, je me le note. Jody Spenza. Je t'enverrai le lien si tu veux. Bon, bah, top. Merci beaucoup. Et tu disais aussi que du coup, tu parlais de de toute cette profusion d'outils. Donc, on a pas mal parlé des outils de prépa mentale, mais tu parlais aussi des kinés, etc. Et justement de cette capacité qu'avaient les athlètes à aller piocher ceux qui pouvaient leur être utiles, et qui pour autant pourraient servir aussi à tout le reste, à tout le monde en réalité. C'est quoi tes outils à toi, tes routines, tes hacks? Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans ta journée pour être plus efficace, plus performant, plus heureux, Mmh. ou en meilleure santé? Heu, Tout est souvent lié. ouais, tout est souvent lié, ouais, exactement, tout est lié, effectivement. Bah, je peux te dire, bon, moi, j'ai une routine matinale qui est assez simple. Hem, Ça, la routine, tu me l'as déjà raconté la dernière fois. ouais, je te l'avais déjà raconté. Ouais. Mais après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai dans ma journée? Bah, j'essaye d'avoir le maximum, tu vois, de blocs de temps, hem où je peux faire vraiment du deep work, où je peux écrire, faire des choses concrètes, avancer sur des projets et ne pas être interrompu. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et du coup, j'essaye vraiment de faire en sorte que ça soit sacré. Donc, j'imagine que tu connais ça aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, j'ai aussi, un des outils de productivité que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce qu'on appelle les text expanders. Je sais pas si tu connais. Ça te permet en fait d'associer un petit bout de, par exemple, si je tape ZZZ sur mon clavier, par exemple, et ben ça va le transformer, je sais pas, en une phrase complète, tu vois. Et du coup, ça va me permettre de, tu vois, si je tape TBJ, ça va me faire très bonne journée. Ou JSP, j'espère que tu vas bien. Et du coup, bah, quand j'écris mes emails ou et que j'ai beaucoup de rédactions à faire, eh ben, en fait, je vais utiliser énormément ces text expanders là et ça me permet de taper beaucoup plus vite et d'écrire beaucoup plus d'emails que la moyenne des gens, tu vois. Ça, c'est un de mes gros outils. Je sais pas si toi, t'en utilises, ça te dit quelque chose? Si, tout à fait. Je l'utilise aussi, mais pas de façon aussi précise que toi. Moi, je l'utilise pour des mails entiers, parce que dans mon boulot, parfois, je suis sollicité pour des questions, etc., qui sont parfois récurrentes. Et du coup, j'ai Mm. des mails préenregistrés avec l'application Chrome Text Expander, et c'est celle que tu citais. Et du coup, c'est pareil, je mets par exemple DPO, et puis ça me donne le mail lié à la privacy pour ma boîte, tu vois. Et j'en ai Ok. plein comme ça, tu vois, et j'ai toute une liste. Mais par contre, je le fais pas pour... et pourtant, je finis toujours mes mails plus ou moins de la même façon. Je vous souhaite une très belle journée, ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est vrai que je pourrais le faire aussi pour des bouts de phrases comme ça que je pourrais utiliser à l'intérieur de mes mails. C'est une bonne idée.
Ouais, je l'utilise aussi, tu vois, par exemple, tout ce qui est les codes enfin, comment dire, les longues chaînes de caractères très dures à retenir. Typiquement, ton numéro de sécu, ton numéro d'IBAN, tu vois. Donc, moi, si je mets IBAN E, bah, c'est l'IBAN de la société extraterrien. Si je mets IBAN N, bah, ça va être l'IBAN de mon agence. L'IBAN S, ça va être l'IBAN de School Lab, tu vois. J'ai pareil avec les RIB, j'ai pareil avec les numéros de sécu, j'ai pareil avec aussi plein d'URL. Il y a des URL qu'on me demande souvent ou des documents que je vais souvent être amené à demander. Donc je vais aussi en créer beaucoup. Bref, je dois en avoir 300, je crois, des petits raccourcis clavier comme ça. Et ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. J'utilise un outil qui s'appelle Alfred, pour ça qui est vraiment sympa sur Mac. Je sais pas si toi t'es un plutôt Mac ou Windows, Mac, mais ouais. ouais. Et Alfred aussi, ce qui est intéressant, t'as le copy clipboard, ce qui permet d'enregistrer en fait, enfin tout ton clipboard est enregistré pendant plusieurs jours. Donc dès que tu fais des screenshots, et en fait il reste enregistré pendant plusieurs longtemps. Dès que tu copies quelque chose, en fait tout ton clipboard est enregistré pendant très longtemps. Donc ça, c'est assez pratique. Et tu peux aussi créer des workflows qui sont assez intéressants et lancer pas mal de tâches directement depuis cet outil. Donc ça c'est un des petits outils que j'aime beaucoup utiliser. Tu peux donner un petit exemple de workflow pour qu'on puisse se figurer un petit peu comment tu l'utilises? Ouais, bah par exemple, si je tape, en fait, donc c'est comme si tu utilisais le Spotlight, mais dans le Spotlight, par exemple, si j'ouvrais, donc ça se présente un peu pareil. Donc je fais mon raccourci clavier pour arriver à Alfred, et ensuite je vais taper TT, et par exemple TT, ça va ouvrir d'un seul coup dans Chrome mon onglet d'email, mon onglet de pilotage, mon onglet de euh, mon onglet de calendrier à des pages spécifiques, tu vois, par exemple. Donc je peux ouvrir soit des workflows tu vois, je peux ouvrir des workflows d'email, ou par exemple, je peux directement, sans avoir besoin d'ouvrir Chrome, bah, je vais taper dans Spotlight, je vais taper je sais pas, Rome, et tu vois, et ça va me dire, par exemple, le chemin pour aller à Rome, tu vois. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Franchement, hyper intéressant. Tu vois, si tu peux aussi le brancher à des outils comme Trello et créer des cartes directement sans ouvrir Trello, déplacer des cartes sans ouvrir Trello, tu peux créer des événements, tu vois, sans faire ça, enfin sans l'ouvrir. Donc non, hyper intéressant. Et là, écoute, je t'avoue, un autre, dernier petit outil de productivité, je viens de m'acheter. Enfin, je viens de m'acheter, ça va faire bientôt un an maintenant, mais que j'ai une Apple Watch et j'avoue que il y a la fonctionnalité de Siri que j'utilise de plus en plus, notamment quand je suis en train de faire du sport ou quand je suis en train de vraiment d'être occupé, tu vois, et de me mettre soit des petits rappels, soit de dépenses bêtes, ou soit d'ajouter, de créer des notes à l'oral. Et je le faisais très peu avant. Et en fait, ça marche super bien. J'utilise, enfin, je suis de plus en plus satisfait des fonctions audio et des fonctions d'intelligence, tu vois, audio et notamment du transcript. Je trouve qu'ils fonctionnent de plus en plus. Donc je les utilise de plus en plus, ce qui me permet d'écrire un peu moins et de plus parler. Ce qui est plus rapide, hein, faut l'avouer. C'est Donc, marrant, c'est vachement intéressant enfin moi je trouve ces outils vachement intéressants, Siri, etc. Tu vois, même le fait de dicter tes messages quand tu veux répondre à un WhatsApp ou un truc comme ça, ou faire des notes audio ou des reminders pour te souvenir de pensées, d'idées ou de choses comme ça. Et pour autant, j'utilise jamais, 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 jamais parce que j'assume pas du tout le fait que tout le monde entende ce que je dis, de parler à mon ah ouais, téléphone ou ce genre de choses, tu vois. J'ai pas envie que ok. mes salariés, par exemple, ils sachent ce que je réponds à ma mère ou les idées que j'ai dans la tête. Et puis même enfin, j'ai besoin d'une sorte d'intimité, tu vois, avec mon appareil, avec mon usage de la technologie. Et c'est le seul frein qui m'empêche de le faire. Et pour autant, je trouve que sinon, effectivement, ça serait un gain de temps incommensurable. Bah, moi, j'ai commencé avec les rappels, tu vois. Genre, rappelle-moi dans 2 heures de faire ceci, tu vois. Par exemple. Et du coup, c'est assez pratique. Et puis, petit à petit, j'ai mis le doigt et puis je suis tombé dedans. Donc, écoute, teste avec les rappels peut-être et tu verras, enfin, des Ouais, choses un peu pratico-pratiques et tu verras, tu te ça se feras fait peut-être étape par étape, c'est avoir. ça. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Faut trouver un cas pratique qui te convient bien. Ok, cool, super intéressant. Et c'est tout? Écoute, j'en ai pas. Je dois sûrement en avoir. Là, ouais, j'en ai déjà cité pas mal. Non, un truc qui a changé aussi ma vie, les derniers trucs, c'est les rouleaux de massage, enfin les bâtons de massage plus exactement. Je demandais à un kiné, je lui disais, écoutez, voilà, j'ai besoin de
si je devais y avoir un seul outil bien-être que je pourrais utiliser tout seul sans vous, ça serait quoi? Il m'a dit, écoutez, ça serait ça. Il m'a recommandé 2-3 bouquins, dont Un corps sans douleur de Christophe Cario, qui le mentionne aussi énormément. J'ai essayé ce truc et franchement, ouais, tu deviens un masseur professionnel pour toi-même. Tu peux même masser quelqu'un d'autre avec un rouleau de massage. C'est absolument incroyable pour vraiment le corps. Ça te permet, tu vois, de décoller un peu les muscles de tes os et de faire circuler un peu tes fascias. Donc c'est vraiment super et ça permet d'appuyer sur tous tes points de tension. Donc c'est vraiment top, quoi. Un petit rouleau de massage, c'est super bon achat. Ça coûte 10 balles et c'est génial, quoi. Ouais, un corps sans douleur de Cario, une vraie référence. Et Cario Ouais. que je vais recevoir bientôt en plus, qui habite à côté de chez moi. C'est vrai? Et Ok. du coup que je vais recevoir bientôt sur mon podcast. J'ai hâte parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages et je les ai trouvés très intéressants. Et sur ces rouleaux de massage, bon, c'est un peu plus cher, mais je sais pas si tu connais les TerraGun. Ouais. C'est pas le même prix, mais j'ai essayé quelques fois, j'ai pas été hyper Ah ouais, ah ouais, moi convaincu. j'aime bien. Ok. T'en as un? J'aime bien, tu vois, en échauffement ou quand t'as des petites tensions, des choses comme ça, je trouve ça assez agréable. Ok. Mais bon, c'est grosso modo la même finalité et le même principe. Ok. Et tu disais, d'ailleurs, tu me racontais là avant qu'on démarre ce podcast que t'étais parti courir ce matin sous la pluie, dans le vent, et tu disais que dans l'adversité, dans la difficulté, tu retrouvais plus d'énergie, et c'est là où tu te sentais le meilleur. Et j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais fait des courses d'obstacles. D'ailleurs, je devais faire des Spartans en l'année dernière, mais bon, avec le Covid, elles ont toujours été repoussées. Donc, je vais faire ma première là en 2022 du coup, à Carcassonne. Est-ce que tu penses que justement le fait de sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'important ou de déterminant pour accroître, améliorer son expérience de vie? Euh, bah, pour moi, la réponse, elle est évidente, c'est que c'est oui. Alors, tu vois, comment je peux l'imager, je sais pas encore, mais euh, j'ai une réflexion en ce moment qui me plaît, c'est de me dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on sort de sa zone de confort ou est-ce qu'on l'élargit? Tu vois, et le, je pense qu'effectivement, le terme élargir sa zone de confort est très intéressant. Et notamment, tu vois, quand on parle du dépassement de soi, est-ce qu'on peut réellement se dépasser soi? Non, on dépasse ce qu'on pense de soi être possible, tu vois, mais on peut pas vraiment se dépasser soi-même, tu vois. On est, on reste, on reste nous-mêmes, mais on peut pas se dépasser. Euh, donc, tu vois, moi j'aime plutôt bien me dire, ouais, que effectivement, quand on dit sortir sa zone de confort, c'est plutôt l'élargir, c'est plutôt acquérir des nouvelles compétences, casser certaines barrières. Mais le corps, il en est possible. Le corps, il est capable de faire des merveilles. Euh, et je trouve que c'est quand même assez intéressant et c'est pour ça que moi je coach de plus en plus de sportifs sur la partie professionnelle. C'est quand tu as l'habitude de de relever des défis, d'aller de l'avant, de te lancer des nouveaux challenges, en fait, bah ça se sent directement sur la partie professionnelle, quoi. Parce que en fait, ça fait partie c'est dans ta nature de ne plus avoir peur et de te dire ok, bah j'essaye, au moins j'essaye et je tente et je m'entraîne pour. Euh, donc non, j'ai envie de te dire la réponse pour moi elle est toute évidente et je pense que une des clés aussi pour être heureux, c'est d'apprendre à se connaître. Et un des meilleurs moyens pour se connaître réellement, bah, c'est de tester plein de choses. Et qui dit tester dit aller vers l'inconnu, et aller vers l'inconnu dit élargir sa zone de confort. Ouais, on recoupe un peu avec ce que tu disais au début par rapport à ton éducation avec ton fils, où tu essayais de lui apprendre et de lui expliquer que quelqu'un qui réussissait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup échoué. Et donc en réalité, euh, pour justement pour réussir, il faut dépasser ses limites mentales, justement comme tu dis, élargir ça, parce que on peut pas se dépasser soi-même, mais je pense qu'on peut dépasser les limites qu'on se met dans la tête. Et à force de souvent, essayer de les dépasser, t'apprends qu'en réalité c'est que des limites intellectuelles et que toi t'es pas réellement limité, et donc
tu as cette conscience accrue de ta capacité à faire plus. Et donc, tout ce qui pouvait être un stress avant ne l'est plus. Et surtout, même quelque chose qui est encore un stress, tu sais que tu es capable de le dépasser parce que tu as eu plusieurs itérations avant, plusieurs expériences qui t'ont montré que tu pouvais aller au-delà. Et ça, c'est clair que, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est une capacité hyper utile, hyper importante. Et d'ailleurs, on dit qu'une des principales qualités d'un entrepreneur, c'est sa résilience. Ouais. Ouais, tout à fait, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ta réflexion. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des livres que tu lis si tu devais m'offrir un livre, ça serait quoi, par exemple? Waouh, je sais pas parce que t'as l'air d'avoir beaucoup lu, donc ce serait pas évident. Faudrait que je connaisse un peu mieux ta bibliothèque pour essayer de t'offrir quelque chose t'offrir un livre que tu n'as pas lu, mais là, le livre. Alors, j'ai plus son nom exact, mais que j'avais lu l'année dernière. C'était. Attends, je vais te le retrouver. C'est sur l'esprit des All Blacks. Et c'est absolument incroyable. C'est notamment sur l'entraîneur qui s'appelle Enoka et qui en fait a instauré en fait complètement une nouvelle dimension dans l'équipe en instaurant des règles de collectif. Et c'était quelqu'un, tu vois, notamment qui a énormément étudié les critères de la performance collective. Et tu vois, c'était un des premiers à mettre en lumière le fait que, en tout cas dans le sport, si t'as quelqu'un qui est le plus brillant mais qui écrase les autres, peut-être que dans une équipe il faut le sortir. Donc attends, je vais essayer de le retrouver. J'ai oublié le nom parce qu'en plus je l'ai laissé. Il m'a pas marqué tant que ça si j'ai pas retenu le nom. Si il s'appelle les secrets des All Blacks. Voilà que j'ai Tu l'avais en vraiment. fait. Ouais. Ouais, je l'avais, je savais plus exactement quand c'était formulé, mais c'était ça. Et que que j'ai vraiment trouvé très inspirant et très intéressant. Là, en ce moment, je suis en train de lire. Tac, tac, tac. Je suis en train de lire un livre sur l'auto-hypnose de Jonathan Bell-Legroux. Donc ça s'appelle Auto-hypnose et performance sportive, très intéressante aussi pour faire des liens avec le sport. Et voilà, ouais, c'est un peu les deux recommandations de sport que je peux te faire. Super. Et tiens, c'est marrant, tu vois, moi je me suis mis il y a pas longtemps à écouter en plus des livres parce que tu disais que je lisais beaucoup et c'est vrai que je lis pas mal de trucs et je trouve que j'ai pas assez de temps pour lire autant que je voudrais. Donc je me suis mis aussi au livre audio et donc j'en écoute notamment le midi pendant que je mange. Et tu vois, on recoupe un peu avec la pratique délibérée, le fait de vivre son moment présent. Dans l'absolu, moi je me dis je devrais manger en savourant chaque bouchée, en étant à l'écoute de toutes mes papilles qui s'émerveillent, des saveurs qui entrent dans sa bouche, etc. Et en réalité, plutôt que de faire ça, je mange de façon un peu distraite en écoutant un livre audio. Et pour autant, si je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de changer ça maintenant, la réponse elle est non parce que je préfère acquérir plus de savoir et je préfère étancher cette soif et cette curiosité que j'ai plutôt que de manger plus en pleine conscience, tu vois. J'ai l'impression de pas avoir assez de temps dans mes journées pour le moment pour le faire, mais c'est un idéal que j'espère pouvoir atteindre plus tard quand j'aurai réussi à mieux organiser les différentes passions qui occupent ma vie, peut-être justement en alignant professionnellement mon aventure entrepreneuriale avec cette passion pour l'exploration du potentiel humain, ce qui permettrait du coup de faire de concentrer, tu vois, ces deux travaux entre guillemets, ces deux passions, et donc de me libérer plus de temps pour manger en pleine conscience. Ouais, faut faire un petit peu des deux, je pense, tu vois. Enfin, non, il faut faire ce qui est bon pour ses objectifs, tu vois. Et si tes objectifs, c'est effectivement acquérir plus de savoir et de connaissances, go là-dessus. Et c'est juste, être capable. Ce qui est intéressant, moi, la réflexion, c'est que je me dis, des fois, ça peut quand même être intéressant de manger en pleine conscience et du coup de me forcer à le faire. mais je te comprends tout à fait. Oui, c'est vrai, tout n'est pas noir ou blanc, et c'est vrai que tu peux trouver une voie du milieu où tu le fais une fois de temps en temps, et ça serait déjà pas mal, c'est clair. Ouais, exactement, ouais.
Il y a une question que j'aime bien et que j'aime bien poser, que je pose depuis quelques épisodes à mes invités, peut-être moins à ceux qui font des podcasts, mais est-ce que tu aurais un prochain invité à me conseiller, à me recommander pour mon podcast, et du coup qui soit pas un champion, parce que l'idée c'est pas d'aller entre guillemets te piquer tes invités, parce que j'ai pas envie de faire de redite, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connais potentiellement et qui te semblerait que tu aimerais entendre sur un podcast pour parler justement de cette exploration du potentiel humain? Ouais, j'en connais pas mal, écoute, va à la rencontre de mes invités. Il y en a plein qui sont géniales, et je pense aucune conversation ne se ressemble, et tu peux aborder tu peux aborder plein de choses. Non, qui est-ce que je pourrais te recommander là comme ça à court terme, que je connais et qui pourrait être intéressant. Écoute, ouais, peut-être aller rencontrer des préparateurs mentaux, ou des gens qui font de l'hypnose, ou des gens qui font de la sophrologie, et leur demander comment est-ce qu'ils travaillent, tu vois, justement avec soit des grands entrepreneurs, ou des sportifs, ou justement des personnalités qui réussissent. Moi, je serais très curieux de savoir un petit peu comment ils fonctionnent, et comment est-ce qu'ils arrivent à mettre en place, et quels sont les exercices aussi qu'ils peuvent donner. Euh, Justement à ces champions-là, et qu'on puisse un peu aussi se les approprier, tu vois, nous à notre échelle. Moi, je suis très curieux. Alors, je l'ai pas encore fait sur mon podcast. J'ai pas spécialement de nom en tête à te donner. Je suis désolé, mais ouais, je vais de plus en plus aller voir justement ces coachs, ces préparateurs, ces kinés, parce que justement, ils ont des réflexions intéressantes. Mais je te recommande, si je te recommande quand même un autre podcasteur qui s'appelle Étienne Bulidon, qui est un Ouais, je podcast connais qui bien, s'appelle et surtout la santé. Ouais, et surtout la santé. Et je trouve que là, ces derniers épisodes étaient très intéressants, parce qu'il arrive de plus en plus à faire des passerelles entre la psychologie et le corps. Et je trouve que c'est du coup hyper intéressant. Et je pense que c'est quelqu'un de très mature, qui a eu beaucoup de réflexions sur soi. Euh, donc voilà. Et c'est quelqu'un qui arrive aussi qui comprend différents écosystèmes, qui vit dans différents écosystèmes. Donc, euh, donc très chouette, et un mec très sympa en plus, que je te Ouais, recommande chaudement. clairement. J'écoute aussi ces podcasts avec beaucoup d'intérêt. En plus, il a comme tu dis, il a des conversations qui changent un petit peu de ce qu'on peut entendre. Il sort un peu des sentiers battus. Il part parfois un peu dans le métaphysique, etc. Mais c'est très intéressant. Mmh. Euh, et justement, tu me disais d'aller découvrir tes invités. J'en connais quelques-uns, et je me doute que c'est pas possible pour toi d'en choisir un plutôt qu'un autre. Mais si tu voulais recommander à mes auditeurs 2-3 épisodes, juste pour commencer, l'idée c'est de tous les écouter, bien évidemment, mais il y en a 130, donc il faut bien commencer quelque part. Est-ce que tu aurais deux, trois points d'entrée sur Extraterrien à recommander? Ouais, bah bien sûr. Bah alors parmi les récents qui sont vraiment intéressants, je suis allé voir le YouTuber Super Echo, qui c'est en fait, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais je pense que ça te plairait. D'ailleurs, c'est un YouTuber qui s'est lancé le défi en fait d'apprendre plein de nouvelles compétences, et il les explique en vidéo. Donc c'est super intéressant. C'était mon épisode 116. J'ai beaucoup aimé. Du coup, on a décortiqué le processus d'apprentissage, comment apprendre, comment apprendre plus vite, comment apprendre mieux. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Et l'épisode juste avant, le 115, alors lui c'est pas du tout. Lui aussi, c'est pas spécialement un sportif de très haut niveau, c'est pas forcément un grand champion. D'ailleurs, c'est marrant, deux personnes que je te recommande, c'est pas des champions, mais c'est Casquette Verte, c'est un ultra trailer, et qui fait rien comme on lui dit de faire, et qui casse en fait toutes les règles de la performance. Tu vois, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il le prend, il le met à la poubelle, et puis il fait la vie comme il le sent. Et et ça marche, et c'est en train de devenir lui une des flèches de comment dire, une des étoiles montantes de l'ultra trail. Donc très marrant de voir à quel point en fait il peut casser les codes, et quand même y arriver. Et bon, puisque je dois te recommander quand même un athlète de haut niveau, épisode 71, c'était un de mes épisodes un peu coup de cœur, où vraiment c'était sympa. C'était avec Pierre-Ambroise Bosse, qui a été champion du monde sur 800 mètres, qui a fait sûrement une des plus belles courses de l'athlétisme français, dans lequel il part 200 mètres avant l'arrivée, et puis il double tous les Kenyans, les Éthiopiens, et il les coiffe sur le poteau. Et c'était quelqu'un de très intransigeant, parce il a beaucoup le sourire, et il faisait beaucoup de blagues à Nelson Montfort aussi. Et
ça faisait quasiment 2 ans qu'il avait pas fait de passage presse. Et là, il avait accepté de venir sur le podcast. Il était en confiance et on a vraiment passé un bon moment. On s'est bien marré. Donc je le recommande aussi. C'était vraiment un super épisode. C'est pour découvrir que les champions sont finalement des gens comme tout le monde. Ouais, merveilleux. J'adore la playlist. Je mettrai les liens dans l'article lié. Et je suis sûr que tout le monde aura envie d'aller les écouter sans plus attendre. Tu parlais tout à l'heure de reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? J'ai vu notamment que tu avais une formation pour aider, si je me trompe pas, les entrepreneurs à se forger, un mental de champion. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus et un petit peu sur tes projets? Ouais. Bah, en fait, ça fait 2 ans que je travaille pour une boîte, en plus du podcast et de mon autre boîte sur laquelle je suis juste, on va dire, complètement dans l'ombre. En plus de ça, ouais, je bosse pour School Lab et du coup, j'accompagne des entrepreneurs. Donc là, c'est vraiment, je les accompagne assez opérationnellement à monter leurs projets. Donc, c'est beaucoup de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que vraiment, c'est ce qui me plaisait le plus, c'est d'essayer d'avoir de l'impact dans la vie de certaines personnes, de les tirer vers le haut. Et du coup, je suis en train de créer des petits programmes de coaching et de formation, justement pour les athlètes qui veulent se lancer des projets professionnels comme monter une boîte, monter un blog, monter un podcast, monter une chaîne YouTube, et vraiment de les accompagner. Et j'essaye de voir aussi, de tester un peu l'appétence, tu vois, pour l'autre produit, d'accompagner en fait des entrepreneurs et de leur transmettre justement toutes les méthodes de préparation mentale que peuvent utiliser les sportifs pour pouvoir les utiliser sur leur boîte. Donc voilà, c'est un peu les deux choses là sur lesquelles je coach des gens actuellement. Donc je le fais vraiment de manière en one-to-one, et je suis en train de créer des contenus pour faire peut-être des e-books, des formations. C'est en projet, donc petit à petit, tu vois, chaque chose en son temps. Mais là voilà, effectivement, j'ai envie de me concentrer sur le coaching et vraiment accompagner les gens dont les projets m'inspirent et dont je pense que je pourrais être pertinent avec eux, quoi. Bah, écoute, tu voulais tester un petit peu le marché, entre guillemets. Et ben, sache que moi, étant entrepreneur, si tu fais une masterclass sur toutes ces techniques des champions applicables et transposables au milieu de l'entrepreneuriat, je serai un de tes premiers clients. Oh, ça marche. Bah écoute, c'est noté, je t'ajoute dans mon petit fichier. J'y suis peut-être déjà. Trop Bon, cool. écoute, Bart, merci pour ton temps. Pour ton temps, ces deux matinées, puisqu'on l'a fait en 2 fois, et pour ta patience. C'était assez marrant parce que je me souviens qu'avant d'enregistrer la dernière fois, tu m'avais dit que ça t'était arrivé 2-3 fois avec des sportifs de haut niveau de tout perdre, de devoir tout recommencer. Dieu merci, on n'a pas tout perdu, mais par contre, on a dû quand même recommencer. Et moi, je t'avais dit que ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, merci de m'avoir porté la presse. Non, mais plus sérieusement, j'étais très heureux de faire ta connaissance, d'enregistrer avec toi. Merci pour toutes ces clés de lecture, pour toutes ces pistes de réflexion, et j'espère avoir l'occasion de t'entendre encore de nombreuses fois sur Extraterrien. Écoute, merci beaucoup pour ton invitation, et merci parce que tu poses des questions hyper pertinentes, et on sent la passion du podcasteur. Donc c'était vraiment un super bon moment, et j'apprécie de plus en plus ton travail. Donc voilà, moi aussi j'ai hâte d'écouter ce que tu prépares pour la suite. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.